Parcours de coach. Aujourd'hui dans Parcours de coach, nous allons parler du coaching avec l'approche de l'élément humain. Pour cela, j'ai invité le coach Claude Chrétien qui a écrit le livre Manager par la confiance, mettre l'humain au cœur des transformations de l'entreprise, sorti aux éditions Pearson en mai 2020. L'occasion d'évoquer avec lui ses débuts dans le coaching, ses convictions après 20 ans de pratique et comment il envisage une nouvelle page de sa vie. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouveau Parcours de coach, découvrez un coach passionné qui retrace sa vie professionnelle avec humilité et pragmatisme. Parcours de coach. Écoutez, un professionnel analyse sa carrière, sa pratique et sa vision du coaching. Claude Chrétien, bonjour. Bonjour David. Te souviens-tu de ce que tu rêvais de devenir plus tard, lorsque tu avais 7 ans ? Alors je ne m'en souviens pas parce que je pense qu'à cet âge-là, je ne savais pas ce que je voulais devenir. Moi, j'ai grandi à la campagne en Lorraine et j'étais beaucoup dehors et je pense que mes centres d'intérêt de l'époque, qui m'ont peut-être conduit à me projeter sur mon avenir, étaient d'être plutôt dans la nature. J'avais toute une bande de copains et on était tout le temps dans les forêts, dans les prés, au bord des rivières et on construisait des cabanes. Je me projetais vers quelque chose de cet univers-là, soit lié à la nature, soit lié à des fabrications techniques. Je pense que j'étais déjà à l'époque très créatif. Et alors, quelles étaient tes qualités en tant qu'enfant ? J'étais le bon copain, j'étais la personne qu'on venait souvent chercher pour faire partie du groupe parce que ma présence apportait, je pense, du lien, de la joie, de l'enthousiasme, des idées. Parce que voilà, comme des fois souvent on savait pas trop quoi faire, on avait une après-midi à occuper, j'étais toujours un peu celui qui avait la bonne idée. Sans être le leader du groupe, moi j'ai jamais voulu être le chef ou le premier ou celui qui décide, mais j'aimais bien contribuer et donc je pense qu'on cherchait naturellement ma compagnie pour ça. C'est marrant, quand tu parles de ton enfance, il y a quelque chose comme une vision un peu idyllique qui me vient, quelque chose de très léger. Complètement. Je pense que j'ai eu une enfance très heureuse. J'habitais au bout d'une petite ville où effectivement la nature était très proche autour. Il suffisait de traverser la rue et on était dans les forêts. Donc j'ai grandi dans un univers relativement libre, assez heureux et peut-être d'ailleurs trop heureux dans ces moments-là parce que les contraintes des parcours scolaires et de l'école, après ça a été un petit peu plus laborieux pour moi. Quelles étaient les professions de tes parents ? Mes parents sont d'origine assez modeste. Ma mère avait commencé à travailler au début de sa vie, là, pas très vite, très longtemps, je crois 5 ou 6 ans, et puis on était 4 enfants, et en fait, moi je suis le petit dernier, et lorsque la deuxième sœur est arrivée, finalement, elle a vite arrêté de travailler. Et mon père a pas fait beaucoup d'études, il a fait un parcours jusqu'à un certificat d'études qui était un petit peu le diplôme et le Graal de l'époque. Puis il n'est pas allé plus loin parce que dans la famille, on n'était pas prédisposé à faire de grandes études. Il fallait tout de suite rapporter de l'argent et il a commencé à travailler dans une entreprise qui fabriquait des sièges. Je crois qu'il devait être une vingtaine, une trentaine de personnes. Et puis, petit à petit, c'était un gros bosseur, il a gravi les échelons et quelques 25 ans plus tard, il s'est retrouvé être le directeur technique, le numéro 1 d'une boîte qui, entre-temps, avait grossi et faisait plus de 300 personnes. Donc un self-made man qui s'est fait avec beaucoup de travail, beaucoup d'intelligence et à la force du poignet. Et une très très belle réussite qui m'a toujours fasciné d'ailleurs. Et j'entends de la fierté aussi. Ah, très fier de mon papa, absolument. Et alors, quelles études as-tu fait ? Alors moi, tu vois, tu me posais la question il y a quelques minutes de ce que je voulais faire à 7 ans. J'en savais rien et en fait, quand je me suis retrouvé à la fin du lycée, qu'il fallait faire des choix d'études supérieures, je savais toujours pas beaucoup plus, si ce n'est que voilà, il y avait cet intérêt pour la technique, pour la conception, fabrication, le développement de certaines choses. J'avais grandi un petit peu dans les copeaux de bois avec mon père et il y avait l'école supérieure du bois qui préparait des cadres pour l'industrie du bois. Et donc, j'ai choisi cette école avec un critère qui devenait important parce qu'on était dans les années 75-76 et il y avait l'apparition d'un premier mot terrible qui était le chômage. Et que cette école promettait à tous ceux qui la faisaient d'avoir 10 propositions de job à la sortie, puisque c'est la seule école qui formait des cadres pour l'industrie du bois. Ça m'a rassuré en me disant quitte à choisir, autant choisir une école où il y a du boulot à la sortie. Donc j'ai fait cette école. Et alors du coup, quelle a été ta première partie de carrière, Claude ? Eh bien, la première partie de carrière a été dans l'univers commercial, mais lié aux industries du bois. Il faut que je te raconte une anecdote, c'est que quand j'ai commencé cette école du bois, très vite, à la fin de la première année, on est appelé à faire des stages, et je me suis retrouvé à faire un stage dans une usine. Et moi, j'étais parti, sur des parcours de formation plutôt techniques. Et ce premier stage en entreprise a été terrible parce que je me suis retrouvé avec une blouse blanche au milieu d'une usine et au milieu des blouses bleues.
Et cet univers de l'usine et du rapport qu'on pouvait avoir avec les employés, les ouvriers sur les machines m'a un peu traumatisé. Et en plein milieu du stage, on dit au mois de juillet, j'ai appelé le directeur de l'école en lui disant « Écoutez, je crois que je me suis trompé, je vais pas faire la filière technique, mettez-moi dans la filière commerciale ». Je me suis retrouvé finalement à faire une orientation commerciale, non pas par choix, mais par défaut et par refus finalement de continuer dans la technique parce que je me voyais pas du tout vivre ma vie future dans les usines. Et donc, en sortant de cette école, j'ai commencé par vendre des panneaux contreplaqués, après des machines à bois, pour finir dans l'Est de la France, là où j'étais né, dans une entreprise. C'était une petite PME de 200 personnes qui faisait des panneaux décoratifs, du parquet, enfin différents produits dérivés du bois. Et j'avais un job de secrétaire général, un grand titre, mais en fait, j'étais juste l'homme à tout faire du DG. Donc, je faisais à la fois du commerce, du marketing, du développement produit. Et j'ai appris énormément de choses. Au bout de 4 ans, j'ai un sentiment presque de claustrophobie où je me suis dit mais tu vas pas rester toute ta vie dans un trou paumé. Et comme sur le plan professionnel, je me sentais capable de plein de choses, j'ai commencé à promener mon CV à droite à gauche jusqu'à un jour où un recruteur de L'Oréal à qui j'avais envoyé mon CV m'a proposé un entretien. Et voilà, j'ai poussé la porte et que j'y suis resté 18 ans comme manager commercial. Alors, quelles sont les expériences de cette première partie de carrière, qui a duré donc une vingtaine d'années, si je comprends bien, qui expliquent le virage vers le coaching par la suite ? Rétrospectivement, je me suis rendu compte à quel point j'étais déjà probablement coach depuis très très longtemps, sans le savoir. Il y avait un petit peu 2 approches, je voyais dans mes collègues, les autres directeurs des ventes ou directeurs commerciaux. Des gens qui étaient très orientés résultats et qui manageaient au tableau Excel, l'analyse et tout de suite le plan d'action correctif, la conquête client, etc., qui étaient toujours dans une transmission, je dirais, de pression centrée sur le résultat. Et moi, je pense que dès le début, j'avais adopté une toute autre philosophie où, en ayant un petit peu intégré de ma propre expérience commerciale, de dire finalement, si tu aimes ce que tu fais et que tu le fais avec un minimum de professionnalisme, normalement, il n'y a pas de souci, tu atteins les objectifs. Et j'ai transposé ça sur les équipes que j'ai accompagnées. Je m'occupais le plus que je pouvais d'eux, avec forte présence d'accompagnement. Et je me disais, voilà, si je continue à leur donner envie de faire ce métier, et c'était un très beau métier, donc on pouvait largement l'aimer et avoir envie de se lever le matin, et que je pouvais leur donner le plus de clés possible pour être professionnel, performant, je me disais, derrière, le résultat, il va tomber tout seul. C'était un peu cette croyance. Et finalement, ça n'a pas si mal marché que ça, parce que ça s'est toujours plutôt bien passé. Et cette posture de coach, puisqu'en fait, quand vous êtes toute la journée assis dans une voiture, dans le siège de droite, entre 2 clients, finalement, pendant que votre commercial conduit pour aller chez le client suivant, on fait des mini-séances de coaching, on débriefe la visite, on partage les ressentis, on regarde ce qu'on va changer ou ce qu'on va faire de mieux à la prochaine visite. Il y a eu de très très beaux moments dans ces voitures. Une anecdote, c'est au tout début, je crois que c'était quelqu'un que j'avais dans la première équipe. C'était la première fois que je l'accompagnais et on passe toute la journée ensemble, etc. Et j'étais, à l'époque, pas bien rodé dans cette philosophie. Et à la fin de la journée, je lui demande un petit peu un débrief juste avant que je remonte dans mon train et il me dit, écoute, tu sais, si tu viens et que ça se passe comme ça, c'est pas la peine que tu viennes parce que tu m'apportes rien. Il m'avait dit ça cash, mais alors, j'avais ruiné ça dans le train de retour en me disant, ok, c'est peut-être arrivé aujourd'hui, il a peut-être raison. Mais il faut plus que ça se reproduise et du coup, je me suis toujours attaché à dire que quand je passe une journée avec quelqu'un ou un commercial, il fallait que ça soit utile. Alors toujours, soit par un apport de conseils, d'orientation, ou soit simplement par ma présence, mon écoute, mon empathie, pour l'aider à avancer. Alors qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu décides donc de quitter L'Oréal ? Ça s'est fait sans doute progressivement, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu décides d'aller vers l'accompagnement de manière professionnelle ? En fait, entre le moment où j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je passe à autre chose et le moment où finalement ça s'est produit, il s'est passé quasiment 3 ans. Parce que quand on est bien au chaud dans une grande entreprise, avec un très bon salaire, avec déjà une réussite de carrière, avec la grosse voiture dans le parking, c'est toujours un petit peu courageux de se dire, allez, je vais renoncer à tout ça et puis je vais aller tenter une autre aventure. Donc il y a un moment d'hésitation. Il y a une chose que j'avais compris, c'est que de tous les postes et l'enchaînement de la carrière, le poste d'après, ça aurait été un poste de DG ou de patron d'unité, etc. Et je pense que j'avais pas envie de ça. J'ai jamais voulu être le numéro 1. Et je sentais que le poste d'après, ça allait être ça. Et que je doutais à la fois de mes capacités d'être bon à ce niveau-là. Et puis clairement, j'en avais pas envie. Et puis je sentais quand même que la pression commerciale, la course au chiffre d'affaires m'intéressait un petit peu moins. Il y avait des ressorts commençaient à avoir un petit peu du jeu. J'étais un peu fatigué de ça. Et par contre, il y a une chose dont je me lassais absolument pas, c'était l'humain.
être au milieu des équipes, les accompagner, c'était quelque chose à chaque fois qui me dynamisait, qui me ressourçait. Et donc petit à petit, en réfléchissant, je me suis dit que peut-être la voie c'était d'aller vers un métier où j'allais m'alléger d'une pression sur les résultats, mais centré sur l'humain. L'accompagnement, le développement. Donc je voyais ça au début peut-être sous forme de formation ou conseil. J'avais pas encore pensé au coaching. Et c'est petit à petit, en lisant, m'intéressant, que le mot de coaching est arrivé. C'est en quelle année à peu près ça ? À partir de 2000, j'ai commencé à réfléchir de ça et voilà, la décision s'est prise autour de 2003. Et je me suis formé d'ailleurs en 2004. En même temps, le coaching à l'époque, c'était pas totalement mainstream. Hein. Non, il y avait eu des défricheurs qui avaient ouvert la porte, qui avaient amené cette culture anglo-saxonne. Et voilà, on avait un marché qui n'était pas du tout ouvert ni mature et qu'il fallait défricher, mais on en parlait beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup encore de pratiques de coaching dans les entreprises. Par contre, il y avait beaucoup de littérature et ça occupait bien les médias. Donc ça commençait à être visible. Est-ce à dire que ça te faisait aussi envie de faire partie des pionniers ? Ah, c'est toujours très excitant de se dire, moi j'ai peut-être compris un petit peu avant tout le monde qu'il y avait quelque chose à jouer et surtout ça faisait vraiment écho de se dire, voilà, on va peut-être pas être dans une logique habituelle de dire, voilà, j'ai un bagage, j'ai une expérience et je vais vous expliquer un peu en mode conseil aux formateurs ce qu'il faut faire, mais plutôt de travailler d'une toute autre manière, beaucoup plus en émergence, en embarquant toute une dimension émotionnelle, psychologique. Ça me paraissait d'une grande modernité et franchement, ça m'a un peu fasciné et j'ai eu envie d'en être. Quelle formation as-tu suivie pour assurer ton virage professionnel ? J'ai participé à quelques conférences de présentation des uns et des autres. À l'époque, il n'y avait pas un choix énorme. Grandes écoles de coaching, il y en avait 4 ou 5. J'ai mis les pieds un soir dans une présentation de Lennart, qui lui est plutôt structuré autour de l'analyse transactionnelle. C'était le seul pratiquement à l'époque à proposer quelque chose de différent. Il ne proposait pas de former au coaching, il proposait de former des coachs. Il vous disait, voilà, si vous rentrez dans le parcours qu'il proposait, qui durait 1 an, vous allez pouvoir vous révéler, grandir. Vous avez tous un petit coach plus ou moins affirmé qui est déjà là, et que vous avez envie de faire grandir ce coach qui est en vous. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Vous allez faire un parcours de transformation identitaire qui va vous amener, logiquement, si tout se passe bien, en sortant, dire, ok, je suis, mais je me sens coach. Et donc, je peux prétendre proposer ça à des entreprises, à des managers, à des dirigeants, légitimement les accompagner avec, a priori, la promesse d'une valeur ajoutée. Et alors, 20 ans après, c'est ça ? 2004, oui. Qu'est-ce qui t'en reste de ce parcours d'une année pendant laquelle tu as travaillé sur toi et puis tu as professionnalisé ton geste de coach ? On a manié pas mal de choses et de concepts. Je me les suis appropriés, je les ai intégrés, mais en partie, je pense que j'en ai oublié beaucoup. Mais on était dans une formation assez expérientielle. Toutes ces expériences ont été d'une richesse et résonnent encore aujourd'hui, y compris avec les modèles que j'utilise, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Je pense que cette transformation qui se fait à la fois dans ce que l'on prend individuellement, mais qui se crée par le groupe. Cette dynamique d'apprendre avec les autres, d'apprendre par l'expérience que l'on vit, est d'une puissance incroyable, qui m'étonne et qui me fascine encore aujourd'hui. À l'issue de la formation, tu as commencé directement à coacher, tout en continuant peut-être d'autres formations ? Quand j'ai commencé le parcours Lennart, j'y allais pour un projet personnel. Et en fait, justement, de tout ce travail collectif et expérientiel que j'ai fait pendant le parcours, j'ai fait de très belles rencontres. On travaille sous forme de groupes qu'on appelle des groupes de pairs. Et j'ai eu la chance d'avoir un groupe de pairs, on était 7, qui était extraordinaire, avec de très belles personnes, des gens très engagés, on a beaucoup bossé. Moi, je me suis dit, la certification était le 30 juin, et quand on a vu approcher la date, on révisait, on bossait pour passer cette certification. À un moment donné, on s'est dit, mais on se connaît bien, on a à peu près les mêmes projets, les mêmes visions, les mêmes ambitions. Est-ce que, au lieu de faire chacun notre truc dans notre coin, on pourrait pas faire quelque chose ensemble ? Et donc, on a été certifiés tous le 30 juin, et le 1er juillet, on s'est mis autour d'une table, et on s'est dit, bon, si on fait quelque chose ensemble, c'est quoi ? Quelle proposition, quelle offre, quelle structure, quel client ? À la fin de la journée, il y en a 3 qui ont dit, écoutez, si ça prend un petit peu cet angle-là, ça sera sans moi, parce que j'ai envie d'autre chose. Et puis les 4 qui restaient, on s'est dit, mais nous, on se voit bien travailler ensemble, et puis on a à peu près le même projet, donc allons-y. Et tout de suite, on a commencé à construire notre offre, à faire un site internet, à imprimer des cartes de visite, et voilà, on a bossé pendant tout le mois de juillet, et le 1er septembre, on poussait la première porte du client. Donc il y a eu l'envie d'avancer de manière collective. Oui, et c'était un choix qui a été extraordinaire parce que ça nous a donné une confiance, une force, une puissance de partir à 4 et surtout de partir à égalité. On avait fait la même formation, on avait les parcours tous très différents, mais sur l'angle de cette nouvelle activité professionnelle qu'on lançait, on était tous au même niveau, avec le même bagage, donc c'était formidable.
Finalement, c'était quoi ce qui a été mis en commun entre vous quatre ? Déjà, on avait des personnalités très différentes, donc ça apportait une richesse. On venait de mondes assez différents et on avait une ambition commune, c'est de transposer et d'appliquer complètement tout ce qu'on avait compris chez Lennart et surtout de l'analyse un peu critique qu'on faisait des entreprises et du management directif, des pyramides, etc. Et donc la vision qu'on avait de ce que pouvait apporter le coaching comme transformation des entreprises était vraiment très très alignée. Et puis, on a eu envie de faire, d'ailleurs on l'avait mis sur notre site, mais il est resté pendant très longtemps, on avait un motto qui disait, voilà, Resonance Coaching, c'est un cabinet de coach qui applique à lui-même, qu'il propose à ses clients. Parce qu'on voyait trop de cabinets de consulting, de conseil, qui chez le client on disait, il y a qu'à Faucon, c'est ça, avec des plans d'action et des livres blancs et tout ce qu'on voulait, et puis qui en fait, à l'intérieur de leur cabinet, étaient dans une jungle, pas possible. Donc c'est important d'être modélisant, et d'ailleurs nombre de nos clients nous ont fait ces retours, de dire mais c'est incroyable quand on travaille avec vous, la façon dont vous interagissez entre vous, etc., qu'on ait affaire à l'un ou l'autre, il y a vraiment un ADN commun qui se sent et qui se ressent plus qu'il ne se voit d'ailleurs. C'était un alignement très très fort. Tu as une 20aine d'années de pratique du coaching. Oui. T'as jamais eu l'envie ou l'élan de devenir superviseur pour accompagner des coachs plus juniors ou d'ailleurs expérimentés à grandir dans leur pratique ? Alors, c'est une question qui s'est posée à un moment de certaine maturité du cabinet, quand on a eu déjà plus d'une dizaine d'années d'activité. On faisait et on fait toujours régulièrement entre nous de la supervision mutuelle entre coachs. Donc c'est de l'intervision. Ou de l'intervision. Et donc, je pense qu'on a une bonne pratique de cette posture, mais on n'a jamais voulu le vendre comme tel parce que le marché du coaching s'est beaucoup développé, notamment des écoles, et que beaucoup de gens... avec juste quelques années de pratique, on commençait à monter des écoles et à monter tout un business finalement lié à la formation des coachs. Et que finalement, on a vu que petit à petit, ces gens vivaient plus de l'accompagnement, du développement, de la supervision et de la formation des coachs que du travail en entreprise et du, entre guillemets, vrai coaching de vrais managers, de vrais dirigeants. Et comme nous, finalement, on avait un cabinet qui tourne bien, qui a une très belle clientèle, on n'a jamais voulu développer cette partie de business de supervision, parce que c'est un business comme un autre. Et donc, on a gardé finalement notre savoir-faire entre nous. Alors ça j'entends, mais là du coup tu me fais une réponse plutôt collective, c'est-à-dire par rapport à l'intention partagée des associés de ce cabinet, mais tu aurais pu à titre individuel avoir envie de transmettre, parce qu'il y a cette dimension de transmission, me semble-t-il, dans la supervision. Alors l'envie était là, je l'ai fait d'une autre manière. C'est-à-dire que étant associé de la SF Coach, au sein de la SF Coach, il y a des parcours d'accueil et d'accompagnement sur les coachs qui débutent dans ce métier. Et donc je suis resté presque 3 ans dans un groupe, je crois qu'on avait appelé ça du mentorat, qui était en charge d'accueillir des coachs qui étaient soit encore en formation, soit qui venaient juste de finir leur formation, voilà, qui étaient au début de leur histoire. Et donc, j'ai accompagné très volontiers, soit par des travaux de groupe, soit par des accompagnements plus individuels, des jeunes coachs. Et j'y ai pris beaucoup de plaisir. Et je pense que c'était un plaisir partagé et je me souviens avoir fait de très belles rencontres. Donc, c'est quelque chose qui a été très enrichissant pour moi, d'accompagner un collègue professionnel. C'est pas du coaching, mais le mentoring, c'est encore un autre univers très intéressant. Et donc, ça a nourri ton élan de transmettre. Ah, complètement. Et d'ailleurs, j'ai fait ça, curieusement, dans la même époque où j'ai eu envie d'écrire un livre. Et voilà, je pense que j'étais dans cette phase où j'avais besoin de raconter ma pratique et de la partager surtout, et qu'elle serve à d'autres. Quel regard portes-tu sur cette phase de transition professionnelle et également sur l'évolution de ta pratique par la suite ? Alors, rétrospectivement, j'adore ce métier, j'adore ce que je fais depuis maintenant presque 20 ans. Et même si ma précédente vie de manager commercial m'a aussi beaucoup passionné, j'ai toujours le regret de ne pas l'avoir fait plus tôt. Pour se lancer dans le coaching, il faut quand même avoir une bonne expérience parce que c'est particulièrement utile et notamment aux personnes qu'on accompagne, qu'elles sentent qu'on a été quelque part à leur place à un moment, qu'on comprend leur univers et c'est très très important. Donc faut pas le faire trop tôt, mais je pense que j'aurais pu faire peut-être cette bascule peut-être 3 ou 5 ans plus tôt parce que ce métier, je l'adore. C'est même pas tellement un métier, d'ailleurs c'est une des premières choses que je dis lorsque j'accompagne des gens. La première question que je leur pose c'est mais pourquoi avez-vous voulu être coach par rapport à les histoires qu'ils me racontent du métier qu'ils avaient avant et du parcours. Et quand la réponse est voilà, ça a l'air intéressant, puis je pense que je peux me gagner ma vie, voilà, que c'est une réponse pragmatique et que ça se limite à ça, je les challenge beaucoup pour leur dire mais vous savez, c'est pas un métier comme un autre, c'est un métier où on s'expose beaucoup, où il faut avoir le goût des autres.
il faut être généreux. C'est un métier de vocation, parce qu'on s'implique beaucoup, on donne beaucoup de soi, et on est engagé en permanence pour la réussite d'une personne qu'on accompagne. Et c'est vrai aussi que la dimension vocationnelle, elle va de pair avec beaucoup d'exigences, de travail sur soi, beaucoup d'exigences de perfectionnement de son geste, et puis d'entretien de tout cela, par la supervision, par des formations complémentaires, etc. Absolument. Il y a encore des gens qui font ces parcours de formation de coach uniquement en allant chercher en gros une belle boîte à outils pour pouvoir pratiquer le coaching et qui n'ont pas compris que le principal outil au-delà de tout ce qu'on peut acquérir ou auquel on peut se former, c'est soi-même. Donc l'obligation, par exemple, de faire un travail personnel de type thérapeutique, etc., un peu appuyé, voire très approfondi, c'est nécessaire, c'est obligatoire, c'est presque le premier pas vers la formation au coaching. Parce que c'est un travail identitaire profond, c'est un changement identitaire. Cette posture de coach, elle ne vient pas toute seule. Oui, mais par ailleurs, une fois qu'on a le diplôme, c'est pas une finalité en soi, c'est un permis de conduire, c'est le début. Exactement, et d'ailleurs, la plupart du temps, on continue de se former. Moi, je me suis formé à des tas de choses, je suis certifié sur différents modèles. Voilà, alors il y a un effet de curiosité ou de se rassurer parce qu'au début on doute encore un peu de ses capacités, donc le fait d'avoir encore plusieurs cordes à son arc, plusieurs grilles de lecture, plusieurs outils sur lesquels s'appuyer, ça rassure un petit peu, donc on a tendance à se former à beaucoup de choses. Et puis petit à petit, finalement, de tous ces outils, on en garde 2 ou 3, on laisse tomber les autres, on les oublie, puis ceux-là on les garde, on les creuse. Mais derrière tous ces outils, il y a toujours le fil rouge du développement de soi. De mieux se connaître, et plus on se connaît, plus on va pouvoir être utile à l'autre, on va être efficace dans la relation. Alors je te propose, Claude, une première pause à notre entretien et écoutons à présent un extrait de la chanson que tu as choisie. Et nous en parlerons juste après. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi ici et persiste. Résiste. Il s'agit de la chanson intitulée Résiste, chantée par France Gall, issue de l'album Tout pour la musique, composé par Michel Berger et sorti en 1981. Pourquoi ce choix, Claude ? Cette chanson, au-delà de la qualité musicale, puis c'est quand même du Berger, ça me fait penser souvent à des situations qu'on rencontre dans pratiquement un coaching sur 3 de personnes qui se retrouvent en coaching à une quarantaine d'années, des gens brillants qui ont fait les belles études, et puis un début de carrière souvent plutôt assez réussi, et on se retrouve en séance de coaching, et le sujet essentiel, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je fous là ? Je me suis fait embarquer pour faire plaisir à papa ou à maman, petit à petit, j'ai réussi, j'ai fait des choses pour d'autres, mais pas pour moi. Et puis souvent, ils ont fait des débuts de carrière parce qu'il y a le beau poste, le beau salaire, mais ils se sont jamais posé la question de ce qu'ils voulaient vraiment. Et beaucoup de gens se retrouvent, après 10, 15, 20 ans d'activité professionnelle, à se dire, mais je me suis fait embarquer dans un système que j'ai cautionné et auquel j'ai adhéré, mais finalement j'ai pas choisi grand chose et je suis plus tout à fait en phase avec là où je suis arrivé aujourd'hui. Et on est dans la recherche de, je veux couper le cordon, je veux sortir du cadre, je reprends en main ma vie. En fait, je m'aperçois que j'avançais à 200 à l'heure dans une voiture, mais que finalement je tenais pas vraiment le volant. Et là, j'ai vraiment envie de me remettre aux commandes. C'est moi maintenant qui décide si on freine ou si on accélère ou si on tourne à droite ou à gauche. Cette reprise en main, c'est qui est une réémergence finalement d'un leadership personnel. C'est fréquent. J'ai dit un coaching sur 3, mais peut-être même plus. En m'envoyant tes choix sonores, tu m'as écrit que cette chanson constitue une véritable injonction au changement. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Ça m'a un peu surpris comme expression. Est-ce qu'on peut vraiment être dans l'injonction par rapport au changement ? Oui, parce que si je reprends l'exemple que j'évoquais, en coaching, les gens viennent pas véritablement que aidez-moi à changer, aidez-moi à reprendre en main ma vie. Ils arrivent en me disant j'en peux plus. C'est trop, depuis trop longtemps, je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux plus.
Et le premier travail, c'est un travail finalement de permission, de dire mais si, vous pouvez changer. Parce que la personne souvent doute d'elle. Ça ne me convient pas, mais je suis pas sûr que je puisse, ou j'ai peur d'aller autre chose. Et là, il faut quelquefois, je dirais, mettre le coup de pied aux fesses. La personne ne saura pas faire le premier pas toute seule. Et il faut quelque part vendre le changement. Dire le changement, c'est possible. Et il va y avoir probablement un cadeau caché, une promesse qu'on n'imagine peut-être pas encore clairement, mais qui vaut le coup. Donc il y a effectivement quelque chose de l'accompagnement au passage à l'acte. Et donc une certaine forme d'injonction. De faites-moi confiance, on va y aller. Ce qui est intéressant dans ce choix musical, je trouve, c'est l'énergie qui se dégage de cette chanson. Et d'ailleurs, France Gall déclarait dans une de ses dernières interviews, cette chanson-là, elle a vraiment marqué les gens. C'est vraiment une chanson de scène. On ne peut pas ne pas se lever, danser, bouger. Moi, à chaque fois, ça me fait le même effet. C'est-à-dire que le premier couplet est chanté très doucement, très articulé, voilà, comme une petite musique qui arrive. Et puis cette musique, elle revient, résiste. Et puis en général, on voit les guitares qui montent. La voix de France Gall qui commence à être plus une voix de gorge, une voix provocante, et on est quasiment vers la fin dans l'injonction. On donne plus le choix, résiste. Oui, et c'est vrai aussi que c'est une chanson qui a 40 ans, même un peu plus maintenant, et qui fonctionne encore. Absolument, moi je me lasse pas de l'entendre. Et d'ailleurs, France Gall est partie il y a pas si longtemps que ça, et je crois que dans le dernier spectacle musical qu'elle avait monté, ça s'appelait Résiste. Si on prend un peu de hauteur, est-ce que tu considères que la pratique du coaching, le métier de coach, invite les clients à trouver une forme de résistance ou déployer une forme de résilience d'ailleurs ? Oui, d'une certaine manière, le fait de résister au moule général et à toutes les injonctions que l'on reçoit de ses parents, de son éducation ou des entreprises, d'être dans la conformité et de suivre le moule. Alors, sur les générations qui ont aujourd'hui 40 ou 50 ans, c'est évident. Moi, par contre, je suis admiratif des nouvelles générations qui sont presque des résistants dans l'âme parce qu'ils font des choix courageux qui me fascinent. Le nombre de jeunes que je vois, par exemple, démarrent après le beau diplôme, voilà, ils commencent une carrière pendant 3-4 ans, et puis d'un seul coup, vont dire, j'arrête tout, je démissionne, et puis je pars faire un tour du monde pendant 1 an, alors qu'ils sont dans la promesse peut-être déjà d'une belle carrière, et ils sont prêts à lâcher ça du jour au lendemain, ou de changer de job si à un moment donné, il y a quelque chose qui ne leur convient pas, ou qui, dans leurs équilibres de vie personnelle et professionnelle, tout de suite, ils font des choix, mais avec une rapidité et souvent presque une inconscience qui me fascine, je les admire beaucoup. Oui, mais est-ce que c'est pas un moyen pour toi aussi de constater qu'il t'a fallu plus de temps qu'il ne leur en faut à eux ? C'est peut-être une question de génération pour justement faire des choix et des virages à 180 degrés. Complètement, d'autant plus que j'ai eu 2 grands éclairages là-dessus dans ma vie. Le premier, c'est mon père. Un des grands conseils qu'il m'a toujours donné, il m'a dit, voilà, le travail c'est important dans la vie. Et lorsque, à un moment donné, là où tu es, tu sentiras que tu n'as plus envie, il faut pas persévérer. Ça veut dire que il faut que tu changes de job, de boîte, de métier, change ce qu'il faut changer. Il faut pouvoir, quand tu te lèves le matin, avoir le minimum envie et l'enthousiasme de faire ce que tu fais. Et donc, chaque fois que ça se passera, n'hésite pas, change. J'ai suivi en partie son conseil, j'ai changé un certain nombre de boîtes, et à chaque fois, ça a été mieux. Je suis assez aligné par rapport au choix que j'ai fait, mais je pense qu'une richesse est là et que suivre ses désirs et être capable de faire des choix rapides et engagés, je crois que c'est très important et que cette nouvelle génération, par rapport au monde qu'on leur propose, ils ont cette attitude et je pense que c'est une très belle attitude. Alors Claude, à présent, je te propose de poursuivre l'entretien et de parler de ton livre qui s'intitule « Manager par la confiance, mettre l'humain au cœur des transformations de l'entreprise », édité par Pearson et sorti en mai 2020. Alors c'est un livre que je trouve intéressant parce qu'il y a énormément d'exemples issus de ta pratique. Moi, je l'ai vécu comme une synthèse, un peu un condensé de tes années de pratique avec l'envie de transmettre une vision très optimiste et très positive de l'entreprise. Il a été fait pour ça. J'ai choisi d'utiliser comme colonne vertébrale de ce livre un modèle qui m'est cher, qui est l'élément humain. Et j'ai voulu faire ce livre parce que c'est pas un modèle qui est facile à manier. Et lorsque j'ai voulu l'utiliser et le promouvoir en entreprise, ça n'a pas été facile. Et je me suis aperçu que les difficultés que je rencontrais étaient très partagées par mes collègues qui ont été aussi praticiens formés à ce modèle. Et à un moment donné, quelques années plus tard, après donc avoir beaucoup utilisé ce modèle en entreprise, j'ai voulu montrer à la fois à mes collègues et également aux managers et aux dirigeants
toute l'efficacité, toute la puissance et aussi finalement toute la simplicité, l'évidence de ce modèle. Et je me suis dit que la meilleure façon de le faire, c'était de montrer des exemples. Donc c'est un bouquin de coach, c'est pas du tout didactique, j'ai pas essayé d'expliquer les concepts et les choses comme ça, j'ai plus expliqué comment on s'en sert et ce que ça produit, notamment de la confiance. Alors, il y a toute une première partie où tu parles du changement organisationnel et du changement qui est aujourd'hui le quotidien en entreprise. C'est une partie peut-être plus pour notamment tes clients, ou en tout cas tes clients potentiels, les dirigeants, etc., pour leur faire comprendre que tu as compris leur situation ? C'est une sorte un petit peu de mapping de comment on conduit une transformation. Et d'ailleurs, le message même principal de cette première partie, c'est de montrer aux dirigeants l'ampleur des enjeux et de la transformation. Et j'ai utilisé d'ailleurs même le mot de refondation, puisque le mot de transformation, c'est quelque chose qu'on utilise depuis des années dans les métiers de l'accompagnement et du coaching. Et aujourd'hui, si on veut véritablement préparer une entreprise au monde de demain, il suffit pas de faire quelques ajustements de l'organisation, quelques transformations, ou de changer la cantine, la mettre bio, ou de faire un petit peu moins de verticalité, un petit peu plus de transversal. Ça suffit pas. Il faut vraiment revisiter l'entreprise de la cave au grenier. Il ne s'agit pas de faire du cosmétique. Voilà, donc là, il faut y aller vraiment. Donc, je me suis attaché à faire quelque chose d'un petit peu descriptif, une sorte un peu de mode d'emploi, de dire, si on veut reconstruire tous les murs, c'est-à-dire on repart des fondations, sur quoi il faut travailler, et donc j'ai fait un peu l'inventaire de tout le chantier à mener, de façon à, quelque part, à la fois expliquer, mais aussi un peu rassurer, donner une sorte de mode d'emploi. Alors avant de parler du modèle de l'élément humain, qui est le cœur du livre, me semble-t-il, parlons un peu de cette première partie. Déjà, pourquoi c'est important d'utiliser la confiance comme pilier de toute démarche de transformation, de toute démarche de changement ? La confiance n'est pas le pilier, j'irais plus le ciment. C'est-à-dire que si on reconstruit et qu'on met des briques, des pierres les unes sur les autres, sauf à faire un mur en pierre sèche, mais ça demande un talent et c'est un exercice particulier. La plupart des maisons qu'on construit, quand on monte les pierres, on met du ciment. Et quelque part, si on met chacune des pierres, que ce soit l'organisation, les systèmes de reconnaissance, les onboarding, la formation, les carrières, les modes relationnels, toutes ces briques qui composent le mur entreprise, la confiance, ça serait plutôt le ciment. C'est-à-dire c'est le lien qui va relier toutes ces pierres entre elles et qui va faire que le mur tient. Et alors concrètement, comment accompagnes-tu tes clients à bâtir un mur avec comme liant la confiance ? Comment ça se met en place ? Il y a différents degrés de confiance. Le premier degré qui finalement est utilisé depuis un siècle de management, qui est une confiance basée sur l'expertise et les compétences. C'est-à-dire que lorsque vous voulez, dans un lien de parité ou un lien hiérarchique, engager vers une performance, un résultat, atteindre un objectif ou réaliser une mission, vous allez choisir une personne qui a le bon CV, la bonne compétence, la bonne expertise, et vous allez lui dire, tu vas être responsable de ça et tu vas faire le boulot. Et j'ai confiance en toi, parce qu'a priori tu sais faire, t'es la bonne personne. Et la personne, parce que la confiance c'est toujours quelque chose de transitif, c'est-à-dire va sentir qu'on lui fait confiance, donc pouvoir s'investir en disant je me sens digne de confiance puisque on m'a donné ces responsabilités. Et la plupart des entreprises, dans les modes un peu organisés, verticaux, etc., fonctionnent uniquement sur ce modèle-là. D'ailleurs, quand on vous recrute, on regarde votre CV, mais on ne fait pas passer des tests, un peu plus maintenant, mais la personne elle-même, finalement, on s'y intéresse encore relativement peu. Ça, c'est le premier degré. Si on veut véritablement aller vers des modes beaucoup plus transversaux, réseaux collaboratifs, et donc casser ces verticalités d'entreprise, et donc préparer l'entreprise à ce monde incertain, compliqué, complexe, qui est le monde dans lequel on vit aujourd'hui et qui sera encore plus dans ses tendances demain, on va devoir construire des liens de confiance liés sur les personnes. Ok, la compétence, l'expérience, c'est une chose, mais pour pouvoir avancer, on va devoir créer du lien, et le lien entre les personnes, il passe par une découverte mutuelle, prendre le temps, donc ça, c'est un processus qui ne se fait pas en quelques minutes, mais on va faire que les personnes se découvrent, se dévoilent, travailler donc des notions d'ouverture, de vérité, et qu'on sache un petit peu mieux avec qui on travaille. Je vous donne un exemple. J'ai souvent accompagné des équipes de direction, et souvent on fait un petit rituel quand on accompagne ces équipes, c'est on voit les personnes individuellement, on fait une interview avant. Donc souvent je rencontre les personnes, donc je vois de très belles personnes, motivées, compétentes, tout ce qu'on veut, avec les beaux parcours. Et quand je les fais parler les uns des autres, je leur dis tiens, votre collègue, comment ça se passe avec lui ou avec elle Et souvent on me dit vous savez, mon collègue, on se connaît bien, ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble, etc. Et quand je pousse un petit peu les questions, je m'aperçois qu'en fait, ils se connaissent pas du tout. Par exemple, sous langue personnelle, je dis votre collègue, il est marié, il a des enfants. Oui, il a des enfants, il a 2 ou 3. Il sait pas s'il a 2 ou 3 enfants. Et puis, vous connaissez les prénoms de ses enfants Ah non.
Et en fait, 2 personnes qui bossent depuis 6 ans ensemble, en 6 ans, avec le nombre de réunions, d'interactions qu'ils ont eues, ils ont parlé que de boulot. Et en fait, les personnes ne se connaissent absolument pas. Ils se sont pas intéressés les uns les autres, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, on peut plus travailler en équipe avec les niveaux de proximité, les tensions, les rythmes, les stress qu'il y a dans les équipes, si un minimum, on ne connaît pas la personne qui est à côté de vous et avec qui vous bossez. Et donc, ce travail d'accueil de l'autre, de découverte de l'autre, d'échange et puis d'ouverture, de dévoilement de soi, contribue au fil du temps à créer du lien, du respect, de l'écoute, de l'accueil de l'autre, qui fait que lorsque ces liens commencent à se tisser, là, on peut avoir beaucoup plus d'ambition. On peut aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin et surtout être beaucoup mieux armé pour faire face à toutes les incertitudes, à tout ce qui se passe tous les jours, qui n'est pas facile à gérer. Alors, dans ce livre, il y a une belle part consacrée à l'élément humain, qui est un modèle américain à la base. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Est-ce que tu peux nous présenter ce modèle? C'est un modèle d'efficacité relationnelle. Le but de Will Schutz en créant ce modèle, c'était de construire une approche qui allait permettre l'efficacité collective et la cohésion des équipes. Alors, plutôt peut-être avant de parler du modèle lui-même, peut-être parlons de sa genèse, comment il est né. La première étape fondamentale de naissance de ce modèle, c'était au tout début de la carrière de Will Schutz, où à l'époque il travaillait dans les universités américaines de la côte Est. Il était docteur en psychologie et il a eu une commande de l'armée américaine qui lui disait, voilà, nous on recrute des gens, on les forme, voilà, on met 1 an de parcours de formation, puis après, voilà, ils sont prêts, on les met sur les bateaux. Et les bateaux, voilà, il y a 2000 personnes sur un bateau, et puis il y a des quarts, des équipes, etc. Et on voudrait être sûr de faire des équipes efficaces et performantes, parce que ça peut être un peu tendu, stressé, entre les gens qui bossent la nuit, le jour, etc. Et donc, il a commencé par essayer d'analyser qu'est-ce qui se passait entre les gens, quels étaient les éléments clés qu'on pouvait qualifier, analyser, fait qu'une relation d'une personne avec une autre fonctionne ou ne fonctionne pas. Et il a mis au point cette théorie FIRO qui repose sur 3 dimensions, inclusion, contrôle et ouverture, et avec des grilles, des tests qu'il faisait passer. Et effectivement, il est passé, en gros, à l'époque, quand les équipes étaient faites de manière aléatoire, on peut dire qu'il y avait une équipe sur 2 qui fonctionnait un peu bien, c'était un peu le coup de bol. Et en faisant passer les tests pour peut-être mieux associer les personnes, il arrivait à peu près à 75% d'équipes performantes. Donc il avait développé un outil psychométrique assez classique, comme dans beaucoup d'approches de l'époque. Mais qui permettait de mieux combiner les personnalités. Exactement. Mais malgré tout, il arrivait donc à peu près à 75% de réussite et il s'intéressait aux 25% qui manquaient. On disait, mais pourquoi on n'arrive pas à 100%? Et là, il a commencé à se dire, il va falloir aller un peu au-delà du test et peut-être réunir ces gens et faire un travail d'échange, de libération de la parole, de les écouter. Voilà, donc une première genèse très importante, la structure FIRO avec les éléments d'analyse donc de cette grille. Et puis déjà un petit peu cette approche d'échange et de co-construction dans le groupe et de dévoilement, d'ouverture. Et d'intelligence collective. Exactement. Alors comment tu t'es formé à cette approche? Comment tu t'es formé à ce modèle? Alors, je me suis formé en plusieurs étapes. La première, c'était déjà simplement à travers la formation de coach. Comme je disais, c'était une formation expérientielle. Je pense que dans les expériences qui nous étaient proposées dans le parcours de formation de coach, il y avait déjà pas mal d'éléments de choses qui n'étaient pas forcément affichés comme tels. Mais voilà, c'était une première approche d'expérimentation. Et je me dis, c'est quand même plutôt pas mal, ce mécanisme. Dans mon parcours de coach des premières années, moi j'ai toujours été intéressé par le collectif. Donc je me suis formé à plusieurs modèles d'efficacité collective. Il y a eu la TOB en analyse transactionnelle, il y a eu l'analyse systémique, je suis allé voir Malarevich. La TOB, c'est la théorie organisationnelle de Berne. Exactement, oui, on jargonne un peu, non, ça m'était un peu trop. Merci de le préciser. Et puis à chaque fois, plus j'avançais dans ces modèles, plus je me rendais compte qu'on s'intéressait finalement beaucoup au fonctionnement du système, à l'organisation elle-même, mais peut-être pas tellement aux gens. Et moi, j'étais persuadé de l'expérience que j'avais vue en management commercial, que si on s'occupe bien des gens, après, l'organisation, même si elle n'est pas optimale, ça fonctionne. Et à un moment donné, je me suis dit que peut-être l'élément humain pouvait être la solution. Donc j'ai fait un premier niveau, qui fait 5 jours, après on fait un deuxième niveau de 3 jours, voilà, centré sur les organisations. Et quand j'ai fait cette formation, j'ai eu vraiment la révélation et la confirmation que c'est un modèle qui fonctionnait et qui était le modèle finalement que je cherchais depuis quelques années. Et donc très peu de temps après, j'ai décidé de me faire certifier et de vraiment pouvoir maîtriser de A à Z ce modèle. Donc t'investir pleinement dans ce modèle, tu l'as choisi comme étant celui qui te parlait le plus, c'est ça, qui correspondait le plus à tes valeurs ou à ta conception de l'accompagnement? Alors complètement, à la fois il était parfaitement aligné et puis je me suis aperçu, après avoir été certifié et l'utiliser, que finalement j'ai évacué presque tout un tas de modèles et tout un tas de choses auxquelles je m'étais formé.
L'élément humain est véritablement devenu la colonne vertébrale de ma pratique de coach, que ce soit, alors surtout en collectif, mais même en individuel, puisque toutes les thématiques liées au leadership, d'estime de soi, de confiance en soi, etc., qu'on retrouve fréquemment dans les accompagnements coaching individuels, le levier de l'élément humain est parfaitement adapté. Quels sont les avantages de ce modèle ? Son efficacité, le modèle expérientiel, tel qu'il est construit par Schutz, la structure des expériences qui sont proposées sont très diverses, sont progressives. C'est-à-dire que les gens rentrent par une première expérience, une deuxième, et puis se laissent finalement embarquer dans quelque chose qu'ils ne voient pas venir quelque part, qu'ils ne maîtrisent pas. Donc ça permet pratiquement à toutes les personnes, j'ai rarement vu une personne rentrer dans une dynamique ou un parcours d'éléments humains et ne pas s'y trouver bien parce que les pédagogies sont très inclusives. Schutz, il a construit des éléments qui accueillent dans les 3 dimensions, c'est-à-dire qu'il y a des expériences qui sont plus centrées sur la tête, sur les réflexions, sur les pensées, d'autres qui sont plus orientées sur les ressentis, l'émotionnel, les sentiments, et d'autres qui sont carrément des expériences purement corporelles, de sensations, de ressentis. Et comme on travaille en permanence dans les 3 dimensions, soit en même temps, soit en alternance, on est pratiquement sûr qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose et que le chemin de développement que cherche la personne ou le travail sur elle qu'elle a envie de faire, à la fois à titre individuel et collectif, va se produire. Donc c'est un modèle qui est d'une efficacité redoutable et qui est aussi rémanent dans le temps. C'est-à-dire quand on a fait un parcours élément humain ou qu'on a même fait simplement un petit travail en équipe en élément humain, il en reste forcément quelque chose longtemps après. Alors si tu veux bien, je te propose peut-être de déplier 1 ou 2 exemples parmi ceux qui sont dans le livre ou d'autres, pour peut-être permettre aux éditeurs de mieux se projeter dans ce qu'est concrètement l'élément humain, parce que pour l'instant on est peut-être resté un peu de manière conceptuelle. Un exemple de pratique qui est d'ailleurs au cœur de tout le travail avec l'élément humain, qui est la façon dont on organise le travail. C'est-à-dire qu'on se met dans un lieu où on n'a pas de table, on n'écrit rien, on projette rien, et on fait simplement un cercle de chaises. Will Schutz a longtemps contribué à la mise au point aux États-Unis des T-groupes, fameux groupe qu'on a vu dans plein de séries américaines, le groupe des cercles des alcooliques anonymes ou des accros du sexe ou je ne sais quoi. Voilà, des groupes de parole. Le T, c'était training group, donc plutôt les groupes de travail. Il avait expérimenté comment on réussit à faire fonctionner un groupe, quelles sont les règles, les méthodes pour qu'on réunisse un groupe dans une salle et comment on fait pour que ça soit utile. Et donc ça, c'est au cœur du fonctionnement de l'élément humain, puisque quand on travaille avec une équipe, que ce soit des gens qui soient de la même équipe ou une équipe constituée, voilà, on se met dans un lieu, on fait juste un cercle de chaises et toutes les expériences et les feedbacks vont se faire dans ce mode-là, avec quelques règles très très simples, mais d'une puissance importante. La première règle est la règle de la parole. Il ne peut y avoir qu'une seule parole, c'est-à-dire que lorsqu'une personne parle, elle confisque la parole à tous les autres. On ne peut pas l'interrompre. La personne parle autant qu'elle veut, aussi longtemps qu'elle veut, mais avec la responsabilité de dire que pendant le temps où elle parle, elle interdit aux autres de parler. Et ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel et qui donne de la valeur à la parole. La deuxième règle, c'est la règle du jeu. Lorsqu'on prend la parole, on n'utilise pas le nous, le on, le groupe. On parle par le jeu, c'est-à-dire qu'on va communiquer sur son expérience. Je ressens, je comprends, j'ai peur. Et toute la base de la communication part de soi. On ne parle pas pour les autres. Et troisième règle, qui est plus une invitation qu'une règle, lorsque la parole circule, peut y avoir dans les moments où on est plus écoutant ou dans le silence, on peut avoir à certains moments envie de dire des choses, mais ne pas s'autoriser ou avoir peur de dire, ou de se dire tiens si je dis ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et donc on invite en disant chaque fois que vous aurez envie de dire, mais que vous hésitez, faites l'expérience de dire, faites l'expérience d'aller au-delà de votre frein, de votre peur et de dire je me jette à l'eau, je le dis. Je sais pas si ça va intéresser ou si ça a de la valeur ou comment ça va être accueilli par les autres, mais je le dis toujours puis on verra bien. C'est typiquement un principe de fonctionnement qui est au cœur de l'élément humain. La conduite du travail avec l'élément humain se fait autour de 3 grands principes. Principe de vérité, de choix et de conscience. L'idée est de travailler sur la vérité. Alors la vérité en elle-même n'existe pas, mais par contre c'est ma vérité. Donc comment réussir à exprimer, à clarifier ma vérité? Donc c'est tout un travail d'ouverture à soi d'abord, parce qu'on sait à quel point on a une partie de vérité consciente, mais une partie de vérité inconsciente. On n'est pas toujours honnête avec soi-même, les idées ne sont pas toujours très claires, et donc être sur le chemin de la vérité et en même temps accueillir la vérité des autres. Et dans cet échange de paroles, où parfois je m'exprime ou parfois j'écoute, la parole des autres m'impacte également. Qu'est-ce que ça me fait d'entendre quelqu'un en face de moi dire ça, de lui ou d'elle?
Et donc il y a ce travail de vérité, travailler à plus grande conscience, être conscient de soi encore une fois et conscient des autres. Donc se connecter à ses ressentis, à ses émotions, à ses peurs. Donc c'est un chemin qui n'est pas toujours facile à défricher. Et puis l'idée de choix qui est au cœur même du leadership, puisque pour faire des choix, pour être conscient que l'on fait en permanence des choix, il faut un minimum savoir ce que l'on veut. C'est très facile de choisir quand on sait ce qu'on veut. Sauf que souvent on ne sait pas choisir parce qu'on ne sait pas ce que l'on veut. Et souvent on ne sait pas ce que l'on veut parce qu'on ne sait pas bien qui on est. Donc on voit que derrière cette idée de choix, il y a tout un cheminement de réappropriation de sa vie. Est-ce que l'élément humain est un modèle qui peut être utilisé dans les collectifs pour tous les objectifs? C'est-à-dire, par exemple, pour résoudre des conflits, pour favoriser un changement organisationnel, pour augmenter et optimiser l'efficacité des collectifs, etc. Quels sont les cas typiques pour lesquels l'élément humain est particulièrement bienvenu? Alors l'élément humain peut être utile à tous les exemples que tu as donnés. On travaillera bien sûr différemment selon un petit peu la finalité. L'exemple qui me vient en tête, qui s'est reproduit plusieurs fois, c'est j'avais un DG d'une grande région, d'une grande entreprise, donc il était patron, 2500 personnes. On avait déjà fait un petit travail avec son codir, et il me dit à un moment donné, écoute Claude, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses qui remontent au codir, tous les dossiers, tous les projets, etc. Et on est encombré, donc du coup on n'a pas le temps de travailler dessus, puis en plus on n'est pas forcément les meilleures personnes pour travailler dessus. Donc il me dit voilà, j'ai envie de créer au niveau des N-1 voire N-2 du codir une nouvelle équipe que je vais appeler le COMOP, comité opérationnel, et c'est là je voudrais qu'on bosse sur les dossiers des projets. Donc il me dit voilà, j'ai identifié à peu près 22-23 personnes, plus quelqu'un qui pourrait prendre en charge l'idée un petit peu ce COMOP, et puis j'ai réfléchi à peu près 6 ou 7 grands projets que je voudrais leur confier. Enfin il était déjà dans la construction, l'architecture, l'organisation, etc. Et il me dit voilà, je vais faire les annonces en septembre, je vais organiser ça, convoquer les gens et tout, et puis voilà, ils vont se mettre au boulot. On va leur laisser un trimestre, et puis que tu les prennes en route après pour les aider à progresser, à s'améliorer. Et je lui dis écoute, je suis d'accord, mais on va pas du tout faire ça. On va faire l'inverse, on va d'abord créer l'équipe, et après, on verra l'organisation, les leaders, les projets, etc. Et on a fait ça, il m'a donné 2 jours, donc on a réuni 23 personnes qui savaient pas pourquoi elles venaient. On a dit bloquer 2 jours, on les a mis quelque part dans un lieu assez sympa. Et c'est le premier jour, le matin, le DG est venu et dit voilà, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes ici. Vous êtes une nouvelle équipe qui va s'appeler le COMOP, etc. Il donne un petit peu les enjeux et puis il dit voilà, je vous laisse dans les mains de Claude et vous allez faire tout un travail pour vous aligner, vous découvrir. Et donc on a fait 1 journée et demie basée sur l'élément humain pour que ces personnes se dévoilent, apprennent à se connaître, s'accueillent mutuellement dans leurs intentions, dans leur parcours, dans leur personnalité, dans leurs envies. Tout un travail de dévoilement, donc cette fameuse confiance de 2e degré, donc créer des liens forts entre les personnes. Et la dernière après-midi, en 3 heures de temps, quand j'y repense c'est presque incroyable, on a dit bon, alors maintenant, quels sont les projets sur lesquels vous voulez vous investir ? Donc ils ont fait un premier atelier où on a défini, 5 projets. Je leur dis bon, maintenant qu'il y a les projets, qui veut bosser sur quoi ? Donc ils sont répartis en groupes projets avec des leaders. Et puis je dis bon, alors maintenant pour travailler, que ce soit dans les groupes projets ou dans ce COMOP, il va falloir quand même une organisation, des règles, comment vous allez communiquer entre vous, comment vous allez prendre les décisions. On a refait un atelier, ils ont défini tout ça. Et puis on a fini par dire bon, et maintenant, est-ce que ça paraît évident qu'il faudrait peut-être quand même une sorte de leadership dans ce groupe, et donc décider qui va diriger le COMOP. Ils ont décidé que ça serait un couple, pas une personne mais 2 personnes, et ils ont dit il faudra toujours qu'il y ait un homme et une femme, et ils sont même allés plus loin en disant voilà, on va les nommer, mais seulement pour 3 mois. Et dans 3 mois, on verra si on les reconfirme ou si on en change et qu'on change de leader. On pourrait imaginer changer de leader tous les 3 mois. Et ils ont fait toute la structuration, toute l'organisation, tout l'investissement en 4 heures de temps. Pourquoi ? Parce que pendant 1 journée et demie, on avait construit cette équipe. Voilà. Donc la confiance, elle a été le socle pour un travail collectif efficace, c'est ça ? Exactement. Une équipe qui s'était suffisamment dévoilée pour avoir confiance les uns dans les autres. Et après, tout le monde était bien intentionné, tout le monde faisait confiance à tout le monde. Donc après, les enjeux, les qui fait quoi, les pourquoi et les comment, et tous ces éléments-là, qui sont souvent les éléments qu'on travaille en premier en entreprise, qui sont des éléments qu'on appelle un peu du contrôle et de la structuration et de l'influence, étaient une évidence, c'était d'une grande facilité. Moi-même, j'étais fasciné de la vitesse et de la facilité avec lesquelles ils avançaient. Alors tout à l'heure, tu as parlé de couple, j'imagine que c'était un binôme. Oui. Et alors quel est l'intérêt justement d'avoir ce leadership bicéphale ? C'est pour pouvoir partager les réflexions, etc. C'est pour garantir une meilleure peut-être équité, puisqu'il y avait un homme et une femme ? Oui, je pense qu'il y avait ça dans leur choix. Il est vrai qu'au CODIR, ils étaient 10, il y avait 9 hommes et une femme.
Comme dans ce groupe après de Comop de 23 personnes, il y avait à peu près, grosso modo, la parité. Ils se sont dit, nous déjà, on va se mettre un peu en équilibre et les gens qui vont représenter notre groupe doivent être quelque part aussi un peu le reflet, donc un homme et une femme. Non mais c'est intéressant parce qu'en même temps c'est un mini-collectif qui est l'émanence d'un collectif beaucoup plus grand. Exactement. Et surtout, ce qui m'a encore plus surpris, c'est cette histoire de leadership temporaire. Dire voilà, si on vous installe là, pensez pas à vous installer trop longtemps dans le fauteuil parce que vous y êtes peut-être pas pour longtemps. Il y a peut-être d'autres personnes aussi à un moment donné qui auront envie de s'asseoir dans le fauteuil. Alors, on en a parlé un peu off. L'élément humain, c'est un modèle qui est déposé. Il y a des formations certifiantes, etc. On va pas faire un MOOC sur l'élément humain. L'idée, c'est plutôt de lever un petit peu le voile sur ce modèle. Pour autant, est-ce que tu aurais un autre exemple signifiant à partager ? Peut-être revenir à un exemple de pratique qui est des principes alors que j'utilise souvent en équipe constituée. Dans le travail que l'on fait d'ouverture à l'autre, etc., avec l'élément humain, il y a toujours, surtout dans les équipes constituées, un niveau de dévoilement qui progresse beaucoup pendant le parcours qu'on peut faire. Mais il reste toujours des non-dits, des évitements, des faux semblants dans les équipes, on connaît ça par cœur. Et c'est ça qui pourrit souvent le fonctionnement ou qui encourage les dysfonctionnements des équipes. Will Schultz avait une phrase pour ça, il disait « La vérité est le grand simplificateur ». Dès qu'on commence à dire les choses, déjà ça va un petit peu mieux. Et donc il m'arrive fréquemment de faire ce que j'appelle des exercices de régulation. Donc ça conduit à aller identifier dans l'équipe les personnes qui ont plus grande difficulté à travailler ensemble et de les mettre à un moment donné en face à face en binôme de manière un petit peu isolée et intime, sachant qu'on constitue plusieurs binômes en même temps. Et on leur demande quelque part de se confronter, de se dire un petit peu, entre guillemets, leur cas de vérité. Elles sont aidées avec ça, déjà par un mécanisme de prise de parole alternée, c'est-à-dire que l'un parle, l'autre écoute et n'a pas le droit de réagir. Donc je suis obligé d'écouter l'autre jusqu'au bout, ce qu'on fait rarement au quotidien dans les réunions et dans les équipes. Donc j'écoute d'abord mon collègue, ce qu'il a à me dire, et après on inverse les rôles et c'est moi qui vais lui dire mon ressenti, etc. On les facilite et on les accompagne avec un mécanisme de phrases incomplètes. C'est-à-dire qu'on leur donne des débuts de phrases et c'est eux qui inventent la fin. La première phrase qui est une phrase d'accusation, qui est formulée comme ça, c'est « les choses iraient mieux entre nous si tu ». Donc ça veut dire quelque part, il y a un peu un reproche, une accusation qui est faite. Mais après, 2 phrases plus loin, la phrase à compléter est « oui, en fait, les choses iraient mieux entre nous si je ». Donc là, c'est-à-dire que on a pu faire une demande ou un reproche à l'autre dans un premier temps, mais après, il y a un principe qui est évident et qui est souvent rappelé dans l'élément humain, c'est que quand on n'est pas satisfait d'une relation avec une personne, on est co-responsable de la situation. C'est-à-dire que les torts ne sont jamais sur l'autre à 100%, on est forcément un peu responsable de la situation. Donc c'est bien à un moment donné de trouver un moyen de le verbaliser, de dire oui, ok, peut-être que j'ai des choses à te demander ou à te reprocher, mais moi-même, je fais peut-être pas ce qu'il faut et je pourrais peut-être faire un effort là-dessus. Ou peut-être t'aider à être plus accueillant, plus disponible, plus je sais pas quoi. Et puis on continue. Moi j'entends une verbalisation des irritants et puis après une réappropriation d'une co-responsabilité, puisque l'idée effectivement c'est pas juste d'envoyer à l'autre un reproche, mais de reconnaître par le processus qu'il y a une part de co-responsabilité. Et j'imagine que par la suite dans le processus, il y a aussi une co-construction d'une solution ou en tout cas d'une issue pour cette relation. Qu'est-ce que ça permet concrètement de solder les irritants et d'essayer de trouver ensemble des manières différentes de fonctionner ? Dans ces évitements, ces non-dits, ces postures fermées qu'on peut avoir, à un moment donné, les gens sont enfermés là-dedans et ne peuvent plus en sortir. Donc quelque part, déjà c'est une excellente permission, puisque sous l'exercice qui est proposé, plus les consignes des phrases à compléter qui sont accompagnantes, finalement, on tient la main aux personnes pour dire, c'est pas facile pour vous de le dire, vous avez peut-être peur de le dire, mais par ce processus, finalement, vous allez voir que ça va sortir un peu tout seul. Un exemple vraiment qui m'avait marqué, j'étais avec un groupe, on était au Vert en Espagne, dans un endroit magnifique, et on faisait ce boulot de travail à 2 depuis déjà à peu près 1h30, donc là on avait fait 2 ou 3 tours. La DG qui était présente me disait, oui, alors faut savoir que, et je l'avais constaté très vite, le directeur financier et le directeur commercial ne pouvaient pas se voir, mais ils s'évitaient, et puis dans toutes les réunions de CODIR, ils s'étripaient, etc. C'était une tension, voire d'une violence très très forte. Et donc, on faisait ces rotations par binôme et ces 2 personnes prenaient le soin de s'éviter pour ne pas se retrouver l'un en face de l'autre. Et à un moment donné, un changement de binôme, la DG me fait un petit clin d'œil et c'est elle qui a pris le lead en disant « Bon, alors maintenant sur le prochain rotation de binôme, vous 2, je veux que vous bossiez ensemble. » Et là, ils ont été pétrifiés sur place, un peu comme des enfants qui ont été pris les doigts dans le pot de confiture. Et dire, ah oui, donc falloir qu'on y aille. Et d'ailleurs, toute l'équipe complice a compris complètement ce qui se jouait. Et donc, ils se sont mis ensemble. Donc, on avait un rythme à peu près d'un quart d'heure, 20 minutes pour faire ce travail.
Et en fait, lorsqu'on est arrivé à l'échéance, ils nous ont dit, écoutez, nous on l'a pas fini, est-ce qu'on peut se mettre dans un coin et continuer, et puis vous continuez la pratique. Et en fait, ils sont sortis de la salle, on les a plus vus, et puis on a continué, moins 1 heure, et puis est arrivée la pause, et à la pause, on sort, et on retrouve ces 2 personnes, elles étaient au bar de l'hôtel, en train de boire un coup, bras dessus, bras dessous, en train de rire. Et en fait, on n'a même pas eu besoin de parler ou de verbaliser ce qu'ils avaient fait, etc. Ils avaient lâché le truc, quoi. Et on voyait 2 personnes qui finalement se disaient mais qu'est-ce qu'on est bête d'avoir joué à ce jeu-là pendant aussi longtemps, parce que finalement c'était 2 grands professionnels qui se respectaient, qui avaient d'admiration l'un pour l'autre, mais malgré tout, sur certains nombres d'enjeux, ils n'étaient pas d'accord, et il y en a un qui voulait prendre le lead, le pouvoir, et puis des histoires de budget, et puis des histoires d'entreprise. Cet exercice avait favorisé finalement un retour, une rencontre incroyable, et c'était presque magique, quoi. Et alors, est-ce que l'élément humain est toujours possible, est toujours utilisable en entreprise? Ou est-ce qu'il y a des conditions, des prérequis? Il est toujours utilisable en entreprise, en tout cas sous l'angle de l'efficacité collective, c'est-à-dire qu'on fait le travail collectif pour 2 raisons. La première, c'est que ce modèle a une très grande profondeur. Donc il y a une approche individuelle, c'est-à-dire en France, il y a énormément de stages qui sont proposés, qui sont des stages souvent d'un format de 5 jours, où on travaille petit à petit vers une exploration de soi, donc ce fameux dévoilement de soi, dévoilement à soi et dévoilement de soi. Et effectivement, quand on atteint le 4e ou le 5e jour, on est dans un niveau de profondeur qui est proche d'un travail thérapeutique. Or, c'est souvent la réflexion que me faisaient les décideurs en entreprise lorsque je proposais l'élément humain et qui s'étaient un peu intéressés au modèle. Ils me disaient, oui, mais je peux pas proposer à mon équipe un truc qui va vers de la thérapie. Genre, une thérapie, quand on l'a fait, c'est déjà une décision individuelle et puis on le fait ça dans le lieu qu'on choisit, etc. Donc, moi, je peux pas à un moment donné convoquer les gens de mon équipe et dire, voilà, on va faire ça et puis vous n'avez pas le choix. Donc, la protection qu'il y a, c'est que quand on l'utilise dans les dynamiques d'équipe, on reste au niveau de l'échange sur ce qu'on appelle les comportements. Donc on reste un petit peu en surface. On ne creuse pas, on ne va pas à un certain niveau de profondeur, donc on ne rentre pas du tout dans les champs qu'on pourra qualifier de développement personnel profond ou de thérapie. Donc on reste dans des choses, non pas light, parce que c'est pas light, mais tout à fait acceptable par rapport aujourd'hui à ce qu'on peut vivre dans la vie de l'entreprise ou dans certaines formations. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Et puis il y a une deuxième protection qui est très importante et souvent qui fait la différence quand je propose de l'élément humain en entreprise. Je leur dis, vous savez, c'est de l'expérientiel. On va faire vivre un certain nombre de propositions, d'exercices, d'expériences à l'équipe. Mais tout ce qui va être proposé n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'à tout moment, toute personne peut sortir du jeu et dire, moi, là, ça va un petit peu loin pour moi, ou je suis pas prêt, ou pas maintenant, et je me mets de côté, et je laisse passer un petit peu, et je raccroche les wagons un peu plus tard, quand ça me conviendra. Donc, personne n'est obligé de rien. Alors, on est fortement invité. Faut pas sous-estimer, je dirais, la force du groupe, qui quelquefois, pour être dans la conformité du groupe, on peut se forcer à faire des choses que spontanément, on n'aurait peut-être pas fait tout seul. Mais malgré tout, il y a toujours cette liberté qui est rarement utilisée, mais parfois utilisée quand même, ponctuellement, de dire, moi, là, je fais pas. Donc c'est posé comme une protection. Oui, et c'est presque la principale, la seule, mais l'essentielle protection, de dire, voilà, on vous invite à un voyage, mais de temps en temps, si vous voulez mettre un petit peu sur le côté ou faire une pause, c'est OK. Et il n'y a même pas besoin de se justifier. Dire, moi, OK, souvent, c'est un petit signe de la main, etc. OK, les autres continuent et la personne, à un moment donné, hop, se remet dans le jeu. Voilà, elle a passé juste le petit moment difficile ou qu'elle appréhendait sur le bord. Et ça va bien. Est-ce que une des conditions de réussite du déploiement de ce modèle en entreprise, c'est pas le sponsoring fort du dirigeant? Dans quelque intervention qu'on puisse faire avec une équipe, dans les fameux séminaires ouverts ou les accompagnements, les moments de réflexion au travail avec une équipe, si vous n'avez pas l'acquiescement et l'implication du leader, ne serait-ce que déjà parce que dans tous ces modes d'accompagnement, que ce soit l'élément humain ou d'autres, à un moment donné, vous remettez le leader quelque part au même niveau que le reste de l'équipe. Il est participant comme les autres, parce que c'est vous qui devenez le leader animateur pendant le temps du travail. Donc déjà, il faut qu'il accepte cette posture, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est de plus en plus facile, mais moi je me souviens au début des marges des interventions collectives, j'avais des leaders, des DG qui régulièrement voulaient reprendre la parole et redonner des directives au groupe, etc. Et j'étais obligé de les reprendre à part en disant non, laissez faire, c'est moi qui décide, c'est moi le patron, c'est plus vous. Oui, je te dis ça parce qu'en fait, ce modèle est engageant pour les participants. Le fait d'avoir le leader qui est présent, qui est engagé et qui soutient l'initiative, ça pourrait contribuer à rassurer les participants un peu inquiets du dispositif qui change pour l'entreprise quand même.
En entreprise, le fait de parler, de se dévoiler, de parler de ses ressentis, de ses émotions, c'est pas tout à fait courant. Ça l'est de plus en plus, mais il y a encore un peu de travail pour que ça soit la norme. Oui, et en même temps, je pense qu'il y a un énorme besoin parce que les principales souffrances liées au stress, au rythme et qui aboutissent quelquefois sur du mal-être ou des burn-out, des choses comme ça, sont justement liées au fait que la parole n'est pas libérée, qu'on ne se dit pas vraiment les choses, qu'on est dans des jeux, des postures et que quand on propose à un moment de dire, voilà, on va un peu se dire les choses, on va se poser, on va prendre le temps avec un accompagnement, donc ça se fait pas n'importe comment, on va vous faciliter les choses. Il y a toujours une appréhension que je fais sortir d'ailleurs au début du travail. Souvent, je fais un petit tour de table en disant « Est-ce que vous avez une crainte, une peur que vous aimeriez partager avec le groupe avant qu'on commence ?» Et souvent, il y a des gens qui me disent « Bon, voilà, moi je suis pas d'une nature extravertie. Si je vais devoir parler un peu de moi, là pour l'instant, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. » Je dis « Ok, ben c'est bien que ce soit dit. » Mais je n'ai jamais eu de problème après. De gens qui ont regretté ou qui ont reproché, que ce soit à moi ou aux dirigeants ou les gens qui les avaient embarqués dans cette histoire, de dire « si j'avais su, je serais pas venu ». Je n'ai jamais eu ça. Il peut y avoir, pendant les travaux, notamment sur l'idée de choix. Lorsqu'on aborde et qu'on travaille un petit peu sur l'idée de choix, on le fait, selon la pédagogie de Schutz, sous la forme d'affirmations qui disent en gros, je vais pas citer la phrase précisément, que voilà, on choisit tout. On choisit tout de sa vie. Tous les choix, ils sont conscients ou inconscients, mais ce sont des choix. Et ça arrivait assez fréquemment que des personnes, notamment en lien avec les croyances religieuses ou autres, de dire mais bon, c'est pas moi qui décide de tout, je suis pas Dieu tout-puissant, et d'ailleurs en partie Dieu a choisi pour moi la vie que je mène. Et donc cette approche un peu spirituelle, on pourrait dire, ça peut être violent de dire à une personne mais finalement tu décides de tout dans ta vie, consciemment ou inconsciemment. Ça peut faire peur et des gens s'inscrivent en faux ou en doute en disant mais non, je suis pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs, c'est ok de ne pas être d'accord, parce que la façon dont on le propose, c'est sous forme d'affirmation et d'interpellation, en disant « ça n'est pas une vérité ». Mais imaginons une seconde que ça soit vrai. Et ça voudrait dire quoi de vous ? Qu'est-ce que vous choisissez vraiment, ou vous avez la sensation consciente de choisir ? Et qu'est-ce que vous avez la sensation de ne pas choisir ? Et pourquoi ? Alors, avec le recul des années, puisque tu pratiques ce modèle et tu accompagnes des clients avec depuis plusieurs années, quels sont les points de vigilance que tu pourrais partager ? Les points de vigilance, c'est qu'il y a, à travers ce modèle élément humain, une formidable horlogerie d'expérimentation que Schutz a mis 40 ans à la mettre au point. Donc c'est pas rien et tout le travail qu'il a fait, Esalen, était très approfondi. Alors Esalen, c'était un lieu, je crois que c'est en Californie, où il y avait beaucoup d'expérimentation, développement personnel, réflexion sur les relations, la communication. Ça, c'est les années 60, Esalen. C'est les années 60, 75. En gros, il y a eu une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années, où il y a eu à cet endroit la réunion, alors pas tous en même temps, mais ils sont tous passés par là, pratiquement de tous les grands penseurs ou fondateurs de la psychologie moderne, des thérapies brèves. La Gestalt est passée par là, la systémique, c'était l'époque de la contre-culture avec les mouvements hippies, etc. La libération, y compris sexuelle. Expérimenter des choses. À l'époque, le LSD étant pas encore une substance interdite, ils faisaient de l'expérimentation avec du LSD dans des caissons, dans les piscines d'eau chaude, avec la bioénergie. Tout ce qui a été expérimenté là-bas, c'est juste waouh, quoi. C'est arrivé une fois et il y a aucun autre endroit dans le monde où il s'est passé un truc pareil, quoi. Oui, ça a été un condensé expérientiel de repousser un peu les limites et puis partager plein d'approches pour essayer de comprendre ce qui était un peu commun à tout ça. Le centre s'appelait le Centre de développement du potentiel humain. On était en train de sortir d'une époque où finalement l'être humain s'était contraint à certaines limites, à certaines croyances, etc. Et d'un seul coup, on voulait faire voler tout ça en éclats en disant l'être humain est sans limite. Il suffit d'enlever les limites, d'où ces notions de choix et de tout est possible. Donc Schulz, il est passé par là et donc il a aussi expérimenté grandeur nature un certain nombre de choses et ça l'a nourri dans sa réflexion sur son modèle. Complètement. Il a beaucoup bossé sur ce qu'il appelait des encounters. On en pratique encore, il y a régulièrement en France tous les ans et en Europe et dans le monde des encounters où un groupe de personnes décide de se réunir pendant plusieurs jours. Voilà, on se met dans une salle avec un cercle de chaises et il n'y a pas de programme. C'est-à-dire on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas de quoi on va parler et on prend juste un peu ces règles que j'ai énoncées sur la vie des groupes, sur la prise de parole. Quelques petites règles, il y en a très très peu. Et après, on voit ce qui va venir, de quoi on va parler, ce qui va se passer. Et il a beaucoup travaillé ça avec des résultats à l'époque assez incroyables. Alors revenons sur les points de vigilance, tu as commencé à les aborder. Sur quoi tu penses qu'il faut être vigilant en tant que coach formé, évidemment, à l'élément humain, pour que le modèle soit déployé intelligemment ?
Il faut être vigilant dans l'animation. J'avais commencé à parler un petit peu de cette belle horlogerie suisse qu'a construit pendant de longues années Will Schutz. Cette mécanique est suffisante pour obtenir déjà un niveau de profondeur, un résultat significatif. Le nom qui est donné à quelqu'un qui anime de l'élément humain, c'est facilitateur. On s'appuie sur cette ingénierie et on est là pour faciliter le groupe, donc permettre aux gens de vivre la meilleure expérience possible. Là où il faut faire attention, c'est que dans cette posture de facilitateur, et lorsque les personnes commencent à rentrer dans ce jeu de se dévoiler, il faut rester bien centré, bien connecté à leur rythme et ne pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque la personne, même si elle est sur un chemin et qu'on peut, en tant que coach, etc., identifier que peut-être elle pourrait aller encore plus loin, il faut toujours bien calibrer son intervention pour laisser la personne responsable de l'avancée qu'elle fait. Et quand elle veut s'arrêter, c'est OK. Et si la personne marque une pause, c'est peut-être simplement une pause. Et peut-être qu'elle repart après, qu'elle ira plus loin. Mais si à pause, il faut pas volontairement dire oui, relancer une question et dire oui, mais dis-moi plus, va plus loin, entre en contact avec ta peur ou des choses comme ça, parce que ça serait une sorte de violation des personnes, d'intrusion. Et la limite n'est pas toujours facile à trouver au début en tant que facilitateur, de dire voilà, j'accompagne et je facilite le travail de la personne, mais savoir aussi s'arrêter. Moi, j'entends deux choses. J'entends d'abord que le coach facilitateur a tout intérêt à faire confiance au processus, plutôt qu'essayer de les accélérer, de les forcer ou de les contourner. Et ça sous-entend aussi, c'est la deuxième chose que j'entendais, beaucoup d'humilité. Complètement. Par exemple, il y a régulièrement dans ces tours de parole des moments où rien n'est exprimé. Donc, un silence. Je sais que c'est une des premières difficultés que j'ai eues en maniant l'élément humain, c'est quand arrivaient ces silences, il fallait les respecter. Ethan Schutz, qui m'a formé, donc le fils de Will Schutz, qui m'a certifié, m'avait pourtant rassuré en disant, tu sais, s'il y a des moments de silence, ça peut durer, imaginez, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes de silence. C'est un cercle de chaises avec 10-15 personnes, personne ne dit rien. C'est immense. Et Ethan Schutz disait, c'est pas parce qu'il n'y a pas de parole qu'il ne se passe rien. Et effectivement, vous voyez les gens qui réfléchissent, qui sont dans souvent cette hésitation de je dis ou je dis pas. Peut-être que j'attends, c'est pas encore assez clair dans ma pensée pour pouvoir l'exprimer, ou je trouve pas les mots. Et donc la personne est en train de travailler, en train de réfléchir. Alors pour faciliter les premières applications de ce modèle, pour un coach facilitateur junior qui amorcerait ce travail, est-ce qu'il y a un système de supervision spécifique qui est proposé ou un mentoring de quelqu'un de plus expérimenté? Il y a plusieurs groupes de supervision en France, avec des gens qui sont formés et pratiques, voire certifiés à l'élément humain. Ce qui se passe souvent, c'est que malgré que la formation, la certification soit en gros un immense training et que c'est déjà bien l'occasion de pratiquer et travailler son aisance et sa confiance dans le maniement du modèle, très souvent ce qui se passe, c'est que au démarrage, dans les interventions, les gens les font en binôme. Et les juniors, souvent, font appel à un petit peu plus senior en disant « Tiens, j'anime mon premier ou mon deuxième module, je suis pas très à l'aise encore avec cette partie-là ou autre, donc est-ce que tu viens comme animer avec moi ?» Comme ça, peut-être que ça sera toi qui la feras, ou au contraire, c'est moi qui la ferai, mais au moins je la ferai sous ton contrôle, ta bienveillance, et puis tu pourras me dire, voilà, si je m'en sors bien, et pour petit à petit monter dans la maîtrise et dans la confiance. Donc il y a un système de transmission, de mentorat proposé en tout cas, ou qui émerge spontanément. Il faut savoir que quand on est dans les parcours de formation ou de certification, on fait un travail avec ses partenaires qui fait qu'au bout de la certification, c'est quand même 15 jours. Tous les gens avec qui on a fait le voyage, on est en très grande ouverture, en très grande proximité. Donc les liens sont créés et donc c'est très facile après de trouver des partenaires, des collègues qui vont vouloir s'aider les uns les autres ou s'accompagner. On est dans l'hyper-inclusion. Je sens beaucoup de passion chez toi quand tu parles de l'élément humain. Ah, effectivement, c'est un modèle qui me tient vraiment à cœur. Et l'écriture du livre, d'ailleurs, a été un moment de joie, ce que je sous-estimais complètement, parce que au début, je me sentais même probablement un peu incapable d'écrire un bouquin. Et finalement, quelle belle aventure. Parce que parler de ce modèle et de tout ce que j'ai vécu avec, à travers les exemples en entreprise et autres, c'était des moments très joyeux. En tout cas, c'est palpable à la lecture. Et par ailleurs, à aucun moment donné, tu as senti de la lassitude à utiliser toujours le même modèle? Parce que ça peut arriver, ça. Non, ça ne peut pas arriver parce qu'en fait, il ne se passe jamais la même chose. Même à l'intérieur d'un même groupe, vous proposez une expérience. Quand on débriefe l'expérience, vous allez avoir de tout. Des gens qui vont vous dire « Oh là là, c'était difficile, j'ai pas aimé, il a fallu que je me force un peu, et puis ça, c'était vraiment désagréable. » Et puis, la même personne qui est assise sur la chaise d'à côté va dire « Ah bah moi, j'ai adoré, je me suis amusé comme un petit fou, c'était facile. Oh, j'ai presque envie de le refaire une deuxième fois. » Vous dites, bon, j'ai donné les mêmes consignes, ils ont eu le même temps, ils avaient les mêmes conditions, et les ressentis sont à l'opposé. Et puis après, on peut avoir toute la diversité dans le groupe. Et c'est valable à l'intérieur d'un groupe,
Mais d'un groupe à l'autre, je suis toujours surpris quand je fais une même expérience. Je ne sais jamais à l'avance comment va réagir le groupe et ce qui va se passer. On est toujours très attentif d'ailleurs et très surpris de ce qui se passe. Donc la force de l'expérientiel permet de renouveler l'intérêt porté à ce modèle. Complètement. Et ça me parle beaucoup parce que s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est la reproduction. À une époque, au tout début de ma carrière de coach, comme il faut du temps pour créer une clientèle de coach, les quelques premières années, j'avais fait un peu de sous-traitance de formation dans des grands organismes de formation, donc on m'a confié l'animation de quelques programmes. Et plusieurs fois, à un moment donné, quand il y avait des déploiements d'entreprise, j'étais obligé de répéter le même module, soit plusieurs fois par semaine, soit toutes les semaines. Et là, c'était vite insupportable, même si les contenus étaient vraiment intéressants, intelligents, passionnants, animés. Le fait de l'animer 3, 4, 5 fois de suite, moi, très vite, je m'ennuyais et j'avais plus envie. L'élément humain, de par cette méthodologie expérientielle, c'est chaque fois différent, chaque fois une belle rencontre, chaque fois une surprise. Et donc, je ne m'ennuie jamais une seconde. Il y a des moments plus faciles ou plus agréables à animer que d'autres, mais c'est toujours un grand plaisir. Et c'est marrant parce que je ressens le même amusement, presque envie de parler d'espièglerie que lorsque tu parlais de ton enfance. Comme si ça te faisait vivre une aventure, le fait de déployer l'élément humain. Ah oui, c'était complètement de l'aventure qui réunit à un moment donné un collectif, parce que la bande de copains, c'était aussi déjà ça, quand on construisait des cabanes dans les arbres, etc. Voilà, on avait cette ambition commune de faire ça, et puis après chacun trouvait sa place, et voilà, on ne savait jamais à l'avance comment ça va se passer, bien sûr. Alors, passons à présent, Claude, à un jeu consistant pour toi à tirer au sort quelques papiers sur lesquels il y a des numéros inscrits correspondant à des questions que tu n'as pas eues à l'avance. Alors, ces questions sont diverses, certaines te concernent, d'autres sont plus génériques par rapport au métier de coach. Tu veux bien tirer un premier petit papier. 22. Qu'est-ce que tu fais pour décompresser après un accompagnement collectif ? À une époque, je prenais un petit peu des notes pour clarifier, pour verbaliser mes ressentis ou des éléments que je jugeais importants d'avoir partagés et que je pourrais peut-être réutiliser dans la suite de mon accompagnement. Maintenant, je suis plus dans une intériorisation. Je ne pourrais pas dire que ça ressemble à de la méditation, mais je laisse un petit peu retomber la poussière. Voilà, parce que dans une séance, des fois, ça part dans tous les sens. On parle beaucoup de choses. Moi, je fais des séances en général autour de 2 heures. Donc, en 2 heures, on a de faire beaucoup de choses. Et je laisse un petit peu décanter mon ressenti et je laisse un petit peu venir à moi les choses. Je laisse tomber un petit peu l'énergie parce que mine de rien, l'attention, l'empathie, la concentration qu'on donne à l'autre pendant la séance demande quand même un effort. Et donc le relâchement, je le laisse se produire tout seul, très simplement, en clarifiant mes idées. Ok, tu veux bien tirer un autre petit papier ? 14. Alors si tu devais changer de carrière, quelle serait ta reconversion ? C'est quelque part ce que je suis en train de faire, puisque je suis, on va dire, vers la fin de ma carrière de coach, et j'ai commencé une nouvelle carrière d'ébéniste. Je me suis formé, j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation pour adultes à la prestigieuse école Boulle. J'ai passé juste un CAP d'ébéniste, quelque chose de premier niveau, quelque chose de très simple. Mais ça m'a donné donc le bagage et le niveau de pratique suffisant pour me lancer dans ce métier. Donc je me suis installé dans un petit atelier que j'ai équipé de 80 mètres carrés, donc vraiment presque comme un pro. Et aujourd'hui, déjà depuis presque 2 ans, je commence à fabriquer des meubles. Alors pas pour les vendre, mais je suis dans une démarche plus créative. Déjà, j'équipe ma maison, donc ça me donne une grande diversité d'opportunités de fabriquer des choses. Et travailler ce matériau bois, je retourne quelque part un petit peu en boucle à mon début de vie, puisque j'ai fait l'école supérieure du bois et puis que mon père était fabricant de meubles. Et donc cette odeur du bois raboté, je l'ai eue dans mon enfance et finalement, je suis en train de revenir à ça avec grand bonheur. C'est magique. Une sorte de retour aux sources ? Oui, j'ai fait, je vais pas dire un métier intellectuel, mais enfin un métier où j'ai plus fait marcher quand même ma tête que mes mains, et revenir à un travail manuel avec toutes les vertus, c'est-à-dire à la fois l'exigence, la technicité, c'est-à-dire faire un travail manuel, ça demande, j'ai découvert ça à l'école Boulle, de sacrément gamberger, parce qu'avant de raboter un beau bois, il faut quand même l'avoir déjà dessiné, l'avoir conçu, donc il y a un travail de réflexion préalable qui est très poussé, puis après il y a le passage à l'acte et la transformation du bois. Et il y a toujours ce côté magique, quand on travaille avec ses mains, on libère l'esprit. Et il y a une espèce de méditation consciente où les idées vagabondent. Et le nombre de choses auxquelles je pense quand je suis avec mon rabot et mes morceaux de bois, c'est juste incroyable. Alors peut-être parlons en quelques instants de ce projet de retraite. Tu l'as préparé longtemps avant ? Là actuellement tu es dans une période de passage, mais cette transition, tu l'as anticipée sur quelques années ? Alors, je l'ai anticipé puisque je voulais faire cette démarche de mettre au cœur de ma retraite donc ce monde de l'ébénisterie. Je savais que je le ferais seul et je voulais 2 choses. Je voulais pouvoir le faire sans limite,
Donc pouvoir utiliser des machines et fabriquer tout ce que je voudrais. Ne pas me dire, ah bah oui, mais ça c'est trop difficile, je sais pas le faire. Donc je me suis dit, il me faut une bonne formation qui va m'apprendre un petit peu toutes les facettes du métier pour que derrière, si j'ai envie de faire une table comme ci ou une chaise comme ça, je puisse me lancer dans n'importe quel projet sans limite. Et la deuxième chose, c'est que le monde des machines à bois est un monde avec des outils tranchants de partout, qui tournent à des vitesses folles, et qu'il y a une dimension de sécurité qui est excessivement importante, surtout quand dans mon univers retraité, je m'imaginais travailler seul. Donc travailler seul avec des machines assez dangereuses. Je me suis dit, il faut quand même que quelqu'un t'apprenne à bien utiliser ces outils parce que il faudrait pas que tu laisses tes mains dans les premiers mois. Comment tu as accompagné tes clients? Est-ce que tu les as prévenus de cette transition douce? Si je comprends bien, la formation boule, ça doit être au moins 2 ou 3 ans. C'est 2 ans. Donc ça fait déjà 2 ans que tu te formes, etc. Et donc pendant cette période-là, tu as commencé à distiller un peu auprès de tes clients que tu allais progressivement passer la main? Alors, absolument pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore pas mal de clients qui ne sont pas au courant de cette démarche. D'ailleurs, je l'avais partagé avec mes collègues, mes associés de cabinet, où je leur ai dit, écoutez, je vais arrêter. Donc, je me suis formé à l'école Boulle. Et puis, petit à petit, quand j'ai décidé véritablement de lâcher l'activité, je leur ai dit, voilà, je pense que si j'arrête d'être proactif dans la relation commerciale, dans la prospection, dans le lien avec les clients, à un moment donné, le téléphone va s'arrêter de sonner et puis ça va s'arrêter tout seul. Moi, j'aime trop ce métier. J'ai pas eu le courage de dire ce qu'a fait un de nos associés qui, à un moment donné, a dit le 31 décembre, voilà, j'arrête, je raccroche les gants et le coaching, c'est fini pour moi. Voilà, il a fait ça du jour au lendemain. Moi, je me suis trop investi dans ce métier, je l'aime trop pour avoir eu le courage de dire c'est fini. Donc, j'ai pas dit ça. J'ai dit voilà, je vais arrêter d'être proactif et puis les clients m'appellent. Alors, m'appellent moins, forcément, puis il n'y a plus cette proactivité commerciale. Mais ceux qui m'appellent encore, quand ils me proposent des missions, des accompagnements qui me plaisent, je réponds présent. Et puis, quelquefois, alors je l'avoue, quand ça me plaît un peu moins, je dis désolé, je suis occupé, je peux pas trouver quelqu'un d'autre. Donc tu choisis aujourd'hui les interventions. Voilà, j'ai ce luxe du choix, puisque j'ai pas besoin de ça pour vivre. Si vraiment tout le travail que je fais aujourd'hui d'accompagnement individuel ou collectif, c'est parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir. Et je pense qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, ou peut-être que je déciderai que peut-être l'ébénisterie ou ma vie personnelle, en plus je viens d'être grand-père et c'est tout un monde que je découvre aussi, donc peut-être qu'à un moment donné, j'aurai plus le temps dans mon agenda de faire du coaching et que pour le coup, je préviendrai tout le monde. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Alors par ailleurs, dans nos échanges préparatoires, du coup tu m'as partagé que tu vivais maintenant au Portugal. Oui, je me suis installé là-bas lorsque j'ai rencontré mon épouse actuelle. Voilà, il se trouve qu'on s'est rencontrés dans l'entreprise où on était. Elle est française, mais elle était au Portugal et moi en France. Et pendant quelques temps, le début de notre relation, on a fait plein de week-ends au Portugal où elle m'a fait découvrir toutes les régions, toutes les facettes, toute la culture portugaise. Et je suis franchement tombé amoureux de ce pays. Et ça a été un peu une évidence lorsque je décidais un petit peu de m'orienter vers la sortie de carrière, que je voulais pas rester de toute façon dans le béton parisien, où j'étais depuis 40 ans, et que la vie au Portugal pouvait être la bonne idée, la bonne solution. Et donc je me suis installé là-bas dans une jolie maison sur la côte, près de Lisbonne. Ok. Et il y a un style de meubles particulier au Portugal? Peut-être des essences de bois particulières que tu travailles? Alors, je travaille à du chêne, du noyer, des essences européennes, on va dire. Chaque fois que je vais acheter du bois, j'ai toujours un petit peu de peine parce qu'il faut savoir que le Portugal a des relations particulières, historiques avec le Brésil et que je vois sur les chantiers de bois énormément de bois brésiliens. Et on sait tous d'où ils viennent parce que ce sont les plus belles essences, les essences qui servent à faire des meubles de l'ébénisterie ou des menuiseries, etc. Et ce bois brésilien, ça me ferait mal de l'utiliser. Donc j'essaye de ne pas contribuer à alimenter la filière. Donc je reste sur le chêne, le noyer, le frêne. Il y a une dimension un peu méditative, en tout cas je peux le projeter comme tel dans l'ébénisterie. Certains gestes répétitifs pour peaufiner certains aspects de la fabrication du meuble. Quand on usine ou qu'on travaille le bois, il y a quelque chose qui peut s'apparenter à la sculpture. Finalement, le bois est à la fois un matériau qui se laisse facilement travailler, parce que c'est pas très dur, et avec quelques outils tranchants, on arrive à faire beaucoup de choses. Et en même temps, qui est un petit peu capricieux, parce que quand on l'utilise, on découvre qu'il y a un sens de fil, qu'il y a des faces qui vont mieux que d'autres, et il faut être un petit peu adroit, malin, et voilà, le bois, il se laisse pas toujours faire. Tu veux bien tirer un autre petit papier? Le 2. J'adore cette question et c'est bien parce que si tu ne l'avais pas tiré au sort, j'aurais triché et je te l'aurais quand même posé. As-tu déjà considéré, Claude, que tu avais raté une séance de coaching ou de facilitation avec l'élément humain? Et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai pas spontanément le souvenir d'une séance ratée.
mais de quelque chose qui se passe avant. Le coaching, c'est qu'on est dans un métier, on est choisi. La plupart du temps, les gens, quand ils veulent engager un coaching, on leur propose plusieurs coachs qu'ils choisissent ou pas. Et puis effectivement, ils les rencontrent et ils finissent par choisir. La phase de shopping. Hein. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de fois où consciemment, inconsciemment, j'ai pas été choisi, mais j'avais peut-être fait ce qu'il fallait pour ne pas l'être, parce que peut-être que je me sentais pas. Parce que ce qu'on oublie dans ce processus, c'est que le coaché choisit son coach, mais le coach choisit aussi un petit peu. Alors, on a tous besoin de business et spontanément, on n'a pas envie de refuser une mission. Mais quand à un moment donné, on se retrouve face à une personne et que, en gros, on peut résumer en disant je la sens pas ou je me sens pas avec elle, ça ne se passe pas. Mais quand il y a le phénomène inverse, qu'à un moment donné, souvent là, il y a des rencontres sont assez brèves, hein, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, maximum 1 heure, dans ce processus de choix, parce que la personne ne veut pas investir non plus trop de son temps, et qu'on a un vrai fit avec la personne, qu'on comprend complètement ses enjeux, sa problématique, et qu'on se dit « Waouh, je suis sûr que je pourrais apporter tellement à cette personne que je pense être la bonne personne pour elle », et que quelques jours après, la personne vous signifie qu'elle vous a pas choisi. Là, il y a le sentiment d'une rencontre ratée et d'une frustration, parce que les coachs, souvent dans ce moment-là, disent « Oui, mais c'est normal, c'est un processus habituel, donc il n'y a pas de problème, vous m'avez pas choisi, c'est très bien. » C'est ce que je dis aussi souvent. Voilà, c'est votre choix et vous êtes souverain et vous avez certainement fait le bon choix. Ça m'empêche que souvent, je pense un petit peu le contraire. Je dis « T'aurais dû me choisir. » Et par rapport à une séance de coaching, t'as pas de souvenir d'un ratage, d'un plantage ou de quelque chose qui a pas tourné comme ça aurait dû ? Des séances ratées, je dirais, c'est pas tellement le cas, mais un nombre de séances qui ont été, je dirais, un petit peu lambda, où on se dit à la fin de la séance, d'ailleurs, moi en tant que coach, mais souvent aussi un peu du côté du coaché, moi ça m'est arrivé un certain nombre de fois avec des profils de personnes, souvent au début des accompagnements, avec des personnes, vous savez, qui sont très dans l'intellectualisation, la rationalisation, et il y en a beaucoup dans l'entreprise. Et des gens qui analysent les situations, leurs problématiques, et qui veulent des analyses concrètes, rationnelles, et qui veulent quelque part en face du coach, qui sont plutôt en demande de solutions. Voilà, dites-moi ce que je dois faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, etc. Et qui vous sollicitent sur des jugements, etc. Alors, bien sûr, en posture de coach, on essaye de pas répondre, on répond à une question par une question, etc. Et quelquefois, ces personnes sont tellement insistantes, c'est-à-dire que même si on finit par lâcher un petit conseil, une petite orientation, vous pourriez peut-être faire ci ou faire ça ou arrêter de faire ci, on s'aperçoit que la séance passe complètement à côté parce que à la fois soi-même on ne réussit pas d'emmener le client dans ses ressentis, ses émotions et ses besoins profonds. Et on reste toujours sur une analyse très superficielle, rationnelle, qui finalement mène nulle part et qu'il aurait pu faire presque sans le coach. Ok, tu veux bien tirer encore un petit papier ? La 8. Qu'est-ce que les années qui défilent t'apprennent le plus ? Waouh, quelle belle question. Je pense que j'ai pas encore complètement clarifié le chemin, mais je réfléchis de plus en plus, force de toutes les expériences, de tous les choix de vie que j'ai faits, essayer de donner un sens à ma vie. Et c'est sacrément difficile. C'est presque l'ambiguïté de se dire, voilà, je sais où je vais, j'ai travaillé, et je travaille encore sur le leadership depuis des années, donc il y a c'est de dire, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, où je veux aller, etc. Alors oui, à court terme, j'ai jamais eu de difficultés pour choisir, m'engager, etc. Mais on est toujours finalement dans un univers de temps relativement défini. Mais quand on arrive justement à des moments où on commence un petit peu à lâcher les enjeux professionnels, les enjeux d'argent, les enjeux même de la famille, des enfants, les enfants sont grands, et qu'on se dit, bon, et au fond, maintenant que je me sens un petit peu libéré de tout ça, mais je suis là pourquoi, je vais où ? Je commence à avoir un peu des débuts d'orientation sur, je sais pas si on peut qualifier de dimension spirituelle, parce que moi, la spiritualité, je suis athée, j'ai jamais vraiment laissé approcher par l'univers religieux, etc. Et donc c'est d'autant plus difficile que j'ai pas grand-chose à quoi me raccrocher. Donc je suis un petit peu dans le vide et je sens que petit à petit, peut-être justement quand je suis dans mon atelier et que je suis dans un lâcher-prise complet à travailler mes mains, je pense que petit à petit, je vais comprendre ce que je fais là. Un questionnement existentiel en ce moment. Complètement. Que je ne force pas, mais que je laisse venir. Et j'essaye d'être le plus réceptif à ça. Je me suis surpris de dire un truc l'autre jour à ma fille. On parlait d'un meuble qu'elle m'avait demandé, etc. Et je lui ai dit, tu sais, non seulement je vais te le faire, mais elle voulait que je fasse le berceau de sa fille. Et je lui ai fait, je l'ai plutôt réussi d'ailleurs, je suis assez fier de moi. Et je lui ai dit, tu vois, tu vas l'utiliser, je suis content, tu vas mettre ma petite fille dedans, mais au-delà de toi, il va servir peut-être à d'autres enfants, si tu en fais d'autres, et puis peut-être qu'il va circuler dans la famille.
et que peut-être il va circuler de génération en génération, et que peut-être quand je serai plus là, peut-être qu'on se souviendra qui a fabriqué ce berceau et que j'aurais laissé peut-être une trace sur cette planète, ne serait-ce qu'un petit morceau de bois bien foutu. Déjà, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu signes tes meubles ? Des initiales ou... Le berceau, je l'ai pas signé, mais je l'ai signé d'une manière assez originale. C'est que lorsqu'il était presque terminé, à un moment donné, je me suis blessé avec une perceuse. L'outil est allé un peu plus loin que prévu. Une trace d'ADN. Voilà. Alors c'était dessous, ça ne se voyait pas, mais il y a du sang qui a coulé, qui est allé sur le bois, c'était un bois clair, je travaillais du frêne, tout de suite ça a pénétré dans le bois, alors j'ai essayé un petit peu de le masquer, de le raboter, de le poncer derrière, mais rien à faire, le bois était marqué, alors sauf à enlever vraiment un gros morceau de bois, et puis à un moment donné je me suis dit je vais le laisser, c'est ma signature, et ma fille m'a dit oui j'espère que tu as laissé une petite signature quelque part, et je lui ai retourné, je lui ai dit regarde, la tâche, là, c'est mon sang, c'est ma signature, assez original. Je te propose de faire une pause musicale et pour cela, il faudrait que tu choisisses entre les numéros 32 et 33 qui correspondent à tes choix musicaux sans que tu saches à quoi correspond quoi. Dites 33. Écoutons ce que tu as choisi de manière aléatoire pour faire un intermède à notre entretien. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. D'ici quelques années on aura bouffé la feuille. Et tes petits enfants ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front ils te demanderont pourquoi toi t'en as 2, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Alors, il s'agit de la chanson intitulée Respire du groupe Mickey 3D, sorti en 2003. Premier grand succès du groupe, il se trouve au cœur de l'album Tu vas pas mourir de rire. Pourquoi ce choix, Claude ? Cette chanson m'impacte à chaque fois que je l'écoute. Elle parle d'écologie, qui est quand même un thème central aujourd'hui. Je suis grand-père depuis 9 mois d'une petite fille. Et dans cette chanson, il évoque genre « tu savais et pourquoi tu n'as rien fait ?» Et ça me fait froid dans le dos de me dire que cette petite fille, peut-être un jour, va me poser cette question. Me dire, tu fais partie des générations qui ont fait, qui savaient, qui ont mis à mal la planète, et t'as rien fait. Et on en est là aujourd'hui parce que je peux pas m'empêcher d'être un petit peu inquiet pour son avenir et pour la planète dans laquelle elle va vivre. Ça, c'est pour, je dirais, la dimension émotionnelle que m'apporte cette chanson. Et puis, avant même que je sois grand-père, parce que cette chanson existe depuis quelque temps, chaque fois que je l'écoutais, elle m'impactait, et à un moment donné, je me suis posé la question de pourquoi elle m'impactait autant. Et je me suis aperçu qu'il y avait, je ne sais pas s'il l'a fait consciemment quand il a rédigé les paroles, mais une stratégie qu'on utilise en PNL qui s'appelle la stratégie d'objectif. C'est-à-dire qu'on visualise un résultat. Voilà, on se dit aujourd'hui je suis là, je visualise le résultat que je vais atteindre dans 3 mois, dans 6 mois, et du coup après je vais construire une stratégie qui va me permettre d'aller du point A, l'état actuel, vers l'état désiré. Voilà, et on construit les étapes. Et c'est quelque chose qui est très utilisé par exemple dans le monde du sport, où on visualise déjà je suis sur le podium avec la médaille d'or, ou je franchis la ligne d'arrivée, ou etc., etc. Et lui, la stratégie qu'il utilise pour impacter, pour passer son message, c'est de nous faire visualiser un état futur, mais qui n'est pas un état désiré, qui est l'état dans lequel va être la planète, ou pourrait être la planète si on ne fait rien ou si on continue ce que l'on fait. Et ça, je trouve ça très fort, parce qu'on dit voilà, continuez ce que vous faites, et voilà le résultat, mais il donne des exemples concrets. Et ça impacte très fort. Et là, du coup, on prend conscience de sa propre pratique, de sa situation, du fait qu'effectivement, on fait, mais on fait certainement et sûrement pas assez pour la planète aujourd'hui, et c'est hyper responsabilisant. Voilà pourquoi cette chanson m'impacte beaucoup.
Alors justement, dans cette chanson, l'écologie est plus que jamais au centre du débat. Et le texte s'adresse à un enfant pour l'alerter sur l'état du monde que les adultes lui laissent, en effet. Et la chanson a obtenu 2 victoires de la musique, d'ailleurs, meilleure chanson de l'année et en 2004 et meilleur clip. Un clip représentant une petite fille qui court dans ce qu'on croit être la nature avant de découvrir petit à petit qu'il s'agit en fait d'une nature synthétique reconstituée dans un studio. Je me suis demandé, si on prend un peu de hauteur, est-ce que la thématique de l'écologie apparaît de plus en plus dans les préoccupations des clients, de tes clients, dans les accompagnements, je veux dire. Oui, certainement. Mais derrière la thématique de l'écologie, c'est la thématique du sens, de la raison d'être de l'entreprise. C'est quelque chose qu'on a toujours travaillé en entreprise. D'ailleurs, il y a quelques années, quand on a commencé le cabinet, je faisais des accompagnements, on appelait ça plutôt la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire ou devenir dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Et puis à un moment donné, on a arrêté de faire ça parce que le monde est tellement imprévisible et tourne tellement vite que faire un plan à 3 ans, de toute façon, on sort de la salle, déjà, on s'aperçoit qu'il faut le refaire parce que les choses ont changé en une demi-journée. Et maintenant, on y revient. Mais on n'appelle plus ça un travail sur la vision, on appelle ça un travail sur la raison d'être, sur l'identité profonde de à quoi sert l'entreprise. Du coup, dans ce travail sur la raison d'être, l'écologie passe au premier plan d'ailleurs. C'est comme ça qu'on voit arriver des entreprises à mission et que la raison d'être de l'entreprise n'est plus de faire de la croissance, de faire de l'argent, de la marge, des bénéfices. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises qui font un peu de greenwashing et qui font semblant d'être verts, en habillant un petit peu la mariée, voilà, sont très vite démasquées et les nouvelles générations, on peut plus les tromper là-dessus. Donc effectivement, au cœur des équipes, que ce soit à titre individuel ou dans les dynamiques collectives, ce travail sur la raison d'être embarque obligatoirement la dimension écologique. Et c'est nécessaire et vital. Alors ce qui est intéressant, c'est que le premier titre s'appelait donc Résiste, le deuxième Respire. C'est 2 impératifs, 2 injonctions. Comment ça pourrait parler un peu de toi ? Ça me parle dans le sens où, effectivement, il y a un écho entre les titres, les mots, on pourrait dire presque des injonctions, pour utiliser le jargon coach. Dans les 2 titres, il y a beaucoup de mélodie, il y a beaucoup de légèreté, musicalement, et en même temps, il y a une profondeur du message. Rien que ça, c'est amusant, et les 2 titres des chansons sont des impératifs. Et sur des éléments vitaux, le fait de respirer, le fait de résister, ça paraît indispensable à la vie. Et en même temps, c'est contrebalancé par des musiques extrêmement fortes, extrêmement entraînantes. Résiste, c'est une évidence, la musique est quand même magique. Sur Respire, les paroles sont quand même lourdes et profondes et dramatiques. Et en même temps, la musique est presque festive, joyeuse. J'aime bien finalement cette idée un petit peu que j'ai mis aussi souvent au cœur de ma pratique, notamment dans l'accompagnement des groupes, c'est faire des choses sérieuses mais sans se prendre au sérieux. L'élément humain avec cette dynamique expérientielle fait qu'on joue, mais en même temps, quand on débriefe, quand on prend conscience, ce qui sort, c'est plutôt quand même intéressant, sérieux, profond, c'est pas si léger que ça. Oui, il y a une sorte de puissance sous une apparence plutôt simple et légère, ouais. Exactement. Et cette forme-là me va assez bien. Je pense que je suis d'un naturel joyeux, créatif, et que j'aime bien ces ambiances-là. En même temps, j'ai quand même été élevé dans un moule avec une obligation de résultat, avec faut travailler, faut faire des efforts, faut réussir, tout ce qui était les injonctions de ma génération. Et donc, faire la cohabitation des 2, ça me paraît à la fois utile et nécessaire. Il faut que tu respires. Alors pour faire un pas de côté, nous allons parler de la série de BD intitulée SOS Bonheur, dessinée par Griffo et scénarisée par Jean Van Damme. D'abord parue en 6 épisodes dans l'hebdomadaire Spirou entre 84 et 86, elle a été publiée en 3 tomes entre 88 et 89 avec un épisode final complémentaire inédit. Pourquoi ce choix ? Parce qu'une fois n'est pas coutume, c'est toi qui m'as suggéré cette BD que tu connaissais et que tu appréciais. C'est une BD qui existe depuis les années 80. Je l'ai découvert il y a 6 mois. J'étais en week-end chez un ami à la campagne et il a une collection de BD formidable. Il m'a orienté mon champ, il m'a dit « c'est ça qu'il faut que tu lises ». Et j'ai ouvert la première page. Voilà, j'ai pas pu le lâcher jusqu'à arriver au bout. C'est tellement actuel, ça parle tellement de nos enjeux du moment. Au début, je l'ai pas cru quand il m'a dit « mais c'est une BD qui existe depuis plus de 30 ans ». Cette BD prend la forme d'histoires courtes décrivant les trajectoires individuelles de personnes opposées à un système social coercitif qui régente le moindre aspect de la vie professionnelle et personnelle de chacun. C'est une vision un peu orwellienne quand même de notre société, assez sombre. Complètement. Je trouve que souvent, face aux difficultés du monde, à la complexité du monde, la réponse à la fois dans la société, c'est-à-dire avec les gouvernements et les parlements ou du côté des entreprises, on essaye de trouver des solutions
toujours avec de bonnes intentions pour le bonheur des gens, et on met des nouvelles règles, des nouvelles lois, des nouvelles contraintes, des nouvelles organisations. Les intentions sont toujours plutôt bonnes au départ, sauf que le résultat de rajouter des contraintes, des lois qui sont souvent liberticides, on arrive à un résultat qui est souvent décevant, voire contraire à ce que l'on voulait. Et c'est ça finalement un peu le monde orwellien, c'est-à-dire vouloir tout contrôler, mesurer, analyser et vérifier. C'est ce qu'on sent venir par exemple en Chine, avec ces systèmes de reconnaissance faciale, de contrôle, d'identité, etc. On dit voilà, on peut en permanence, et puis on commence même à dire on va vous donner des points pour dire voilà, est-ce que vous êtes un bon citoyen, un mauvais citoyen, et un bon citoyen il aura accès à plein de choses alors que le mauvais citoyen aura accès à moins de choses. On va vers des sociétés comme ça, et aussi dans les entreprises. Alors justement, Claude, j'ai été assez frappé par l'histoire qui s'intitule « Plan de carrière » dédié au travail en entreprise. Et à un moment donné, il y a une citation qui fait quand même froid dans le dos. « Les principales qualités attendues des travailleurs de l'entreprise sont l'esprit d'équipe, l'efficacité dans le service et le respect de la discipline intérieure. Tout manquement aux normes établies par le présent règlement sera passible de renvoi immédiat. » Et ça, c'est un extrait du règlement de travail de la compagnie d'analyse générale. Alors du coup, je me suis demandé, parce que c'est quand même assez flippant, est-ce que tu as déjà accompagné une entreprise dans laquelle est institutionnalisée une forme de violence comme celle-ci ? Parce qu'on parlait tout à l'heure des prérequis, est-ce que le modèle élément humain peut s'appliquer à toutes les organisations, etc. Probablement oui, mais il y a quand même un delta à cet endroit-là d'une organisation qui est dans ce degré de contrôle, voire d'hyper-contrôle. Mon ancien employeur L'Oréal, où j'ai passé 18 ans, pendant très longtemps, on était dans, et ils le sont encore un peu en partie, dans ce qu'on caractérisait, on appelait ça le management piscine. Alors qu'est-ce que c'est le management piscine ? C'est simplement, les recrutements sont souvent sur des personnes jeunes, sorties d'école, de belles écoles, etc. Et puis tout de suite, on vous donne de grandes responsabilités. Et on dit, voilà, t'as un job, voilà, t'es chef de produit, etc. Et voilà, il faut délivrer, il y a la pression sur le résultat, et donc, vous occupez le poste. Alors, on vous forme pas, hein, on vous dit, voilà, débrouille-toi, prends ta place, prends ton poste. En général, la première année, on essaye de trouver le réglage, d'avoir les pieds qui touchent les pédales, on patauge un petit peu, on fait de son mieux pour que ça tienne debout. Et puis, la deuxième année, en général, on est plus à l'aise, on commence à te montrer un peu plus de quoi on est capable. Et puis, en fait, on n'attend pas que vous soyez complètement dans la zone de confort, à l'aise. C'est-à-dire, la troisième année, on vous la donne rarement. Et tout de suite, on dit, écoute, voilà, on t'a mis dans un premier bassin. Finalement, tu l'as traversé très vite, très bien, t'as pas bu la tasse, super. Voilà, donc maintenant, on t'en sort et on va te mettre dans un bassin un petit peu plus grand. Puis l'eau, elle est 3-4 degrés un peu plus froide, voilà. Et puis, vas-y, débrouille-toi et hop, on repart pour un cycle, un nouveau bassin. Alors, tout ça est cautionné par le fait qu'on peut aller très vite, très loin, qu'on a des jobs super intéressants, super responsabilisants, et que c'est en gros la voie de la réussite et du succès. Par contre, on n'explique jamais ce qui peut se passer si à un moment donné, on arrive trop tôt dans un bassin qui est un petit peu trop profond, un petit peu trop froid, un petit peu trop grand, et que si jamais on coule et qu'on boit la tasse, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me tendre une perche ou il y a quelqu'un qui va me sortir de là ? Et comme en général, il y a cette vision positive, mais on croit en toi, on est sûr que tu vas réussir et que tu vas y arriver. Donc jamais on évoque l'éventualité que tu ne réussisses pas. Et du coup, ça, c'est quelque chose de terrible, parce que moi j'ai vu forcément, il y a un moment donné où tout le monde ne réussit pas, et j'ai vu des gens boire la tasse, et ça fait très très mal. Et là, effectivement, c'est pas comme dans le règlement, c'est des licenciements immédiats. Il y a souvent une grosse rupture, soit ça se traduit en burn-out, ou soit la personne démissionne, ou soit, il y a des conséquences graves. Baptême du feu, mais sans parachute, quoi. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de sécurité. Ça contribue à l'obligation de résultat, parce qu'on se dit, j'ai pas le droit de tomber, parce qu'on m'a pas expliqué ce qui allait se passer si jamais je tombais. J'étais quand même surpris, Claude, que tu me proposes cette BD en particulier, parce que je la trouve sombre. Et c'était assez étonnant, parce que justement, la plupart de tes choix musicaux, et bientôt nous arrivons à la fin, sont plutôt légers, quelque chose de très dansant, de très vivant. Or là, c'est un regard assez sombre, quasi délétère sur notre société. Ou sur une vision évidemment exacerbée, bien sûr. Oui, mais je trouve que quand on le lit, c'est malgré tout assez réconfortant, parce que on n'est pas loin de situations qu'on pourrait rencontrer demain pour de vrai dans les entreprises ou dans la vie. Mais en même temps, il reste encore un petit décalage, parce qu'il y a toujours le trait un peu forcé de la BD qui va un petit peu trop loin. Et finalement, c'est assez réconfortant, parce qu'on se dit, oui, là, effectivement, ça fait un peu peur, mais en même temps, ça n'arrivera pas. C'est pas possible. On est tout de suite quand même tenu à distance. On rentre le temps de la BD dans l'histoire, mais ça n'est qu'une BD. Et finalement, c'est assez réconfortant de dire, finalement, la vie est quand même beaucoup mieux que ça. Heureusement que ça n'est pas comme dans la BD. Donc c'est un peu réconfortant. Ça pourrait être pire. Bon, et en plus, il y a quand même quelques résistants.
Et à la fin, il y a effectivement une révolution, des résistances, et on se dit que de toute façon, l'être humain ne se laissera pas faire, et qu'à un moment donné, il y a bien quelqu'un qui va réagir si ça va trop loin. Alors à présent, je te propose une interview rétrospective de ta carrière, avec une première question. Quel est l'accompagnement dont tu es le plus fier ? L'accompagnement dont je suis le plus fier, c'est un accompagnement dont je n'étais pas très conscient, c'est-à-dire que c'était au tout début de démarrage d'activité. J'avais accompagné une personne qui travaillait dans une grande compagnie aérienne nationale, vraiment un jeune talent, il avait 32 ans et on venait de le nommer directeur adjoint d'une escale, c'est-à-dire du jour au lendemain, il sortait d'une petite équipe projet de 12 personnes, il allait manager 930 personnes. On m'avait proposé de faire ce qu'on appelle un coaching de prise de poste parce qu'on a dit voilà, il est brillant et tout, mais il faut le canaliser parce qu'il part un peu dans tous les sens. Et là, il y a 900 personnes derrière, donc là, il faut quand même un petit peu qu'il soit dans le moule, quoi. Et donc, on lui avait fait un accompagnement alors, qui était très riche parce que très varié, parce qu'on a abordé plein de sujets, sa posture, ses réunions d'équipe, plein d'éléments très intéressants, parce qu'il n'y avait pas en fait une thématique à traiter particulière, il n'y a pas une demande qu'on pourrait dire de difficulté ou de problème, mais en gros on balayait un petit peu la vision qu'il avait de son métier, de ce qu'il pouvait apporter aux équipes, et de sa place, et de son poste, sa posture, etc. Et puis, moi j'étais très content de cet accompagnement, visiblement lui aussi, et puis on s'est perdu de vue, et 15 ans après, un jour, je reçois un coup de fil et il m'a dit alors au début, j'ai du mal un petit peu à me souvenir parce que 15 ans après, son nom ne me disait plus grand-chose. Et il se rappelle à moi, il me dit oui, vous vous souvenez, on a bossé ensemble, etc. Je dis très bien, oui, effectivement. Il me dit voilà, je vous appelle parce que j'ai fait une très belle carrière dans ce groupe aérien et je fais partie aujourd'hui du top 15 de la boîte, donc je suis arrivé presque tout en haut. Et il y a un peu des turbulences dans le monde de l'aérien, et il profitait de faciliter de départ qui était proposé aux collaborateurs pour quitter la boîte. Et il me dit, j'avais à cœur de vous appeler parce que c'est vrai que je vous ai pas donné beaucoup de nouvelles depuis 15 ans, je m'en excuse, mais il me dit, je crois que j'ai pensé au moins une fois par semaine à vous pendant 15 ans parce que tout ce qu'on a travaillé, toutes les idées, les principes, etc., ils ont accompagné ma pratique, ils ont accompagné mon développement et vous voyez la carrière que j'ai fait parce que je suis quand même grimpé très très haut. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai fait le tour, j'ai plus envie de la suite, donc je profite d'une porte ouverte pour me sauver. Et il voulait se lancer dans de la promotion immobilière. Il avait déjà lancé, acheté des terrains et tout. Il voulait faire un truc assez ambitieux et assez original. Il m'a dit, je n'aurais pas fait la carrière que j'ai fait et je ne me lancerai pas aujourd'hui dans un nouveau métier d'entrepreneur. Alors j'étais salarié depuis toujours, si je vous avais pas rencontré. Et là, je me suis dit, waouh, je fais un sacré beau métier. Quel est le thème le plus surprenant sur lequel tu as accompagné un client ? Le thème le plus surprenant, totalement inattendu, c'était une personne que j'accompagnais qui était en réintégration en France. Je dis en réintégration parce qu'il était encore assez jeune, il avait dans les 35 ans et il avait fait les 10 premières années de sa carrière en Chine. Et donc, il y avait quelque chose autour de ça, dans le coaching, de retrouver un petit peu ses marques, etc. C'est comme ça qu'on me l'avait vendu. Et à peine aux 2 séances, quand on a un petit peu ouvert les choses, il m'a expliqué pourquoi il était revenu, parce que il arrêtait pas de me dire Shanghai c'était formidable, ce que je faisais me passionnait, tout était bien et tout. Alors, à un moment donné, je dis mais alors, qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi d'être revenu? Si c'était aussi bien, fallait rester. Il me dit oui, mais j'ai une fille qui a des difficultés motrices, des difficultés de la dyslexie, des choses, mais bon, c'est sérieux. Et il m'a dit je voyais pas faire soigner, faire accompagner ma fille en Chine. Je voulais que ce soit un travail fait en France, et donc je suis rentré à cause de ma fille pour pouvoir la mettre dans les meilleurs établissements et qu'elle ait le plus de chances possible de s'en sortir, parce que c'est quand même pas facile. Et en fait, j'ai compris que tout le travail que je pourrais faire dans le cadre de son univers professionnel et de son investissement, en gros, qui était un peu le mandat que m'avait donné le DRH pour cet accompagnement, et aussi lui d'ailleurs, parce que c'est ce qu'il avait verbalisé au moment de la première séance, en fait, c'était comment il allait pouvoir vivre et l'équilibre qu'il allait trouver entre tout le temps et tout l'investissement qu'il voulait faire pour sa fille, et l'équilibre avec son métier finalement qu'il était en train de mettre un petit peu au second plan, et sa carrière n'était plus du tout un enjeu. Et donc on a beaucoup parlé de ça et de sa fille, parce que c'était très difficile au quotidien, ça demandait beaucoup de temps et je m'attendais pas du tout à ça. Qu'est-ce que tu aimerais que tes clients disent de toi ? Je suis heureux de l'avoir rencontré. Je me sens plus épanoui, plus heureux. C'est ce que je recherche consciemment ou inconsciemment souvent dans les coachings, que les gens s'épanouissent quelque part, qu'il y a un travail là-dessus. Et puis en même temps, puisque les accompagnements se font quand même surtout dans l'univers professionnel, c'est que quand on est plus heureux au travail, quand on aime un peu plus son métier, ou quand on le fait avec un peu plus d'aisance, tout devient un petit peu plus léger, et voilà, je mettrai ça derrière ce mot, je suis un peu plus heureux dans mon job et heureux d'avoir rencontré Claude Chrétien.
Quelle serait ta première décision si tu devenais président d'une organisation représentative des coachs ? Moi, je pense que si j'étais le numéro 1 d'une association, tout de suite, je pense que je travaillerais sur de l'empowerment, c'est-à-dire dire, ok, vous trouverez dans cette association ce que vous y apportez. Donc, c'est-à-dire que le fait de devenir membre, c'est pas simplement payer une cotisation et avoir une carte, mais c'est dire, ok, je rentre pour faire partie de quoi, de quel groupe de travail et d'avancer sur quoi, de contribuer à quoi, etc. C'est-à-dire de mettre comme règle principale que un adhérent est d'abord un contributeur. Voilà. Il apporte quelque chose, et s'il apporte quelque chose, il aura aussi une rétribution en échange, quelle qu'elle soit. Mais voilà, trouver un mode de fonctionnement qui soit beaucoup plus basé là-dessus. J'entends aussi une remise en responsabilité de chacun. Oui. Alors, quel regret t'inciterait à refaire différemment ton parcours ou une partie de ton parcours ? J'aurais pu être plus ambitieux un petit peu dès le départ. C'est-à-dire que j'ai des parents qui m'ont pas beaucoup guidé ni poussé. Bon, ils n'avaient pas eux-mêmes fait beaucoup d'études. Et voilà, l'accompagnement scolaire a pas été toujours très soutenu, très appuyé. On m'a laissé un petit peu livrer à moi-même. Et il est arrivé un peu ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'un enfant qu'on pousse pas beaucoup, qu'on n'accompagne pas beaucoup, qu'on laisse un petit peu, voilà, tu vas à l'école, tu fais bien tes devoirs et puis tout va bien se passer. Je pense que je m'en suis rendu compte après, vu les parcours que j'ai faits, que j'étais pas si bête que ça et que j'avais quand même certaines facilités. En les investissant un petit peu plus, que ce soit au lycée ou après, j'aurais pu être un petit peu plus ambitieux et peut-être faire un parcours un petit peu différent. Malgré tout, je m'en suis pas mal sorti. Donc, pas véritablement de regret. Qui a été important pour toi dans ton parcours ? Alors j'ai deux réponses. Dans mon parcours de coach, je pense que voilà, quand on croise le chemin de quelqu'un comme Lennart, c'est quelqu'un tellement doué, tellement fort dans ce métier. C'était une révélation de croiser cette personne et c'était fondateur pour moi dans ces 20 ans qu'on suivit dans le métier du coaching. Ça c'est clair. Après, plus largement, je trouve que au tout début de ma carrière, quand j'ai été dans cette entreprise un petit peu dans la Meusienne, dans l'Est de la France, j'étais un petit peu le bras droit, le bras à tout faire d'un DG. J'ai eu une personne qui était excessivement brillante, intelligente et rigoureuse et qui avait plein de grandes qualités et qui m'a formé pendant 4 ans. Alors, ça a été terrible parce que c'était une personne d'une exigence extrêmement contrôlante qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. Ça a été un apprentissage dans la douleur totale. Franchement, le nombre de jours où j'avais plus envie d'y aller ou de rentrer dans son bureau, c'était terrible. Je me souviens il avait un superbe bureau avec un grand coupe-papier plaqué or à l'ancienne sur le bureau. Et le nombre de fois où quand je me prenais des scuds parce que mes courriers étaient pas bien ou j'avais oublié quelque chose, etc. Je regardais ce coupe-papier, je dis un jour je vais lui planter entre les 2 yeux, c'est pas possible quoi, parce que de me maltraiter à ce point-là, ça devient de la perversion. Mais en même temps, j'ai tenu le coup parce que je pense que il y avait des coups que je méritais peut-être, mais puis j'avais surtout envie d'apprendre et qu'il m'a appris une exigence, une rigueur, des méthodes de travail, d'être exigeant avec soi-même, de pas se contenter d'un petit travail vite fait, mal fait. Et je pense que tout le reste de ma carrière a été un peu conditionné par ce sens de l'effort, ce sens de l'exigence que j'avais pas au départ et qui m'a transmis. Qu'est-ce que tu souhaiterais que les auditeurs retiennent de cet entretien, de notre entretien ? Je vais revenir à l'axe central de cette interview, qui est ce livre sur la confiance et qui parle de l'élément humain, parce que je pense qu'on a une voie via le coaching pour accompagner les entreprises avec un modèle quand même extrêmement, même s'il remonte aux années 80, qui est d'une modernité folle et d'une efficacité folle. Et que si les gens peuvent retenir qu'il y a un champ des possibles, j'ai envie de dire, précipitez-vous, emparez-vous de cette pratique. Et je pense que c'est un des outils les plus puissants et les plus modernes dont on dispose aujourd'hui pour passer à la suite, parce que la transformation des entreprises est nécessaire et vitale par rapport aux enjeux écologiques et aux enjeux tout court de la planète. Juste peut-être ce mot, élément humain, une vraie solution. Tant pour les coachs qui peuvent se perfectionner, se spécialiser avec cette approche, avec ce modèle, que les clients qui ont tout intérêt à expérimenter un accompagnement avec cette dimension ? Exactement, c'est le sens du livre. C'est pourquoi j'ai mis des dizaines et des dizaines d'exemples pour que ça parle aux dirigeants et aux managers ou aux DRH de dire voilà, comment on fait pour travailler avec ça et quels résultats ça donne. Voilà, vous avez plein d'exemples sous les yeux. Et voilà, j'espère que ça vous donnera l'envie ou l'occasion, la confiance pour y aller et dire on va essayer. Pourquoi pas ? C'est possible. Maintenant, écoutons un extrait de la musique que tu as choisie pour incarner symboliquement ton propre parcours et nous parlerons de ce qui a motivé ton choix, évidemment, juste après.
Alors, il s'agit de la Pavane de Gabriel Fauré, composée en 1888. Initialement créé pour un petit orchestre symphonique, le compositeur ajoute ensuite rapidement un chœur. Il dédie cette œuvre à la comtesse Grefful, une belle femme passionnée par les arts qu'il a rencontrée dans les salons parisiens et dont il s'éprend. Pourquoi ce choix, Claude ? Moi, je suis pas très calé en musique classique, j'ai très peu de connaissances, je l'avoue. Et j'ai découvert cette musique à l'occasion du lancement d'un parfum. On avait fait une soirée un petit peu événementielle, et c'était la musique qui accompagnait d'ailleurs le message publicitaire du lancement de ce parfum chez L'Oréal. Et quand je suis rentré dans cette salle avec cette musique, j'ai eu des frissons partout. Ça m'a complètement à la fois tétanisé et fait décoller. Souvent, les gens citent des opéras ou des choses comme ça en disant quand j'entends la voix de la Callas ou je sais pas quelle cantatrice, tout de suite, ça me transporte, ça m'émeut, etc. C'est exactement ce que me fait cette musique. C'est totalement du niveau du ressenti, de l'émotion, totalement irrationnel. Et je peux l'écouter autant de fois que je veux. À chaque fois, comme on dit, ça me met les poils. Tu m'as posé tout à l'heure une question de qu'est-ce qui se passe une fois qu'une séance se termine. Et en fait, lorsque la séance se termine, que le coaché sort de mon cabinet et prend son transport en chez lui, souvent les gens me racontent à la séance d'après, ils me disent, vous savez, quand je suis rentré chez moi ou quand je suis rentré retourné au travail, j'ai entendu encore vos questions, les sujets, ça a continué de danser, de tourner dans ma tête, tout ce que je vous avais dit, tout ce que je vous avais aussi pas dit. Et voilà, et en gros, c'est presque une deuxième séance qui commençait après la séance, avec ce qu'on entend un petit peu dans cette musique, c'est-à-dire une espèce de petit bruit de fond léger, des instruments qui sont langoureux, qui portent un petit peu, et puis après, il y a petit à petit les chœurs, les petites voix qui disent et qui racontent les petites histoires, comme quand on se parle, quand on a les différentes dimensions du dialogue intérieur, et il y a quelque chose comme ça. Et ce que vit le client, c'est quelque part un petit peu ce que je vis aussi, moi, à la fin de la séance. Le client vient de partir, je suis tout seul, et j'ai aussi un petit peu ce temps de flottement, où moi aussi, je repense à la séance que je viens de vivre, aux émotions, mes propres émotions, les émotions que j'ai ressenties chez mon coaché, et puis aussi aux questions que j'ai posées, aux questions que j'ai pas posées, au moment où peut-être j'ai raté des choses, où j'ai pas bien écouté, ou au contraire j'étais trop interventionniste, et voilà, et j'ai ces petites voix qui me disent ah, c'est bien ce que t'as fait, ça, et puis là faut absolument que tu notes ça parce que la prochaine séance, voilà, il y a un truc à faire ou à réfléchir là-dessus, et voilà, et c'est ça un petit peu la Pavane de Fauré, c'est cette petite musique de la séance de coaching qui continue de faire son chemin. Tout à l'heure, je le partageais, parce que j'ai fait des petites recherches sur le morceau. C'est une attention amoureuse à travers la composition de cette œuvre, puisqu'il l'a fait aussi pour plaire à une femme. Comment l'amour s'inscrit, en fait, dans ta pratique ? L'amour est quand même juste essentiel. Si je veux être un petit peu dans la confidence, ma femme actuelle est une très très belle rencontre de plus de 20 ans et c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir la chance de vivre un amour tout aussi fort tout au long du temps, quelque chose qui vous transporte et qui vous dépasse et je vis ça vraiment comme une chance. Alors maintenant, si j'intègre l'amour dans ma pratique, quand j'ai fait mes premiers pas de formation, au-delà de la formation initiale de coach, voilà, je suis entre autres formé à l'analyse réactionnelle et donc à la ProcessCom. Et donc je me suis retrouvé découvrir que j'étais dans un profil empathique. Et donc je me dis ça m'allait bien parce que je suis empathique, donc c'est des gens qui aiment bien prendre soin des autres, etc. Et puis en même temps ça m'a fait un peu froid dans le dos parce que j'ai compris le mécanisme, dans le mécanisme fait plaisir, que finalement c'est un mécanisme assez calculé, pas si généreux que ça, parce qu'en fait on fait plaisir aux autres mais pour avoir en retour des marques d'amour et des marques d'estime ou d'amitié ou de tout ce qu'on veut. Donc en fait, on achète à travers son comportement auprès des autres, c'est-à-dire on a du mal à se passer des autres et on vit avec et par les autres pour avoir cette nourriture qui est la reconnaissance. Et on pourrait prendre ça pour l'amour alors que c'en est pas. Mais en même temps, le besoin des autres, derrière le mot amour, moi je mets aussi l'amitié, je mets tous les amours de toutes les personnes qu'on a autour de soi. C'est l'essentiel même de la vie. Même quand j'étais dans l'univers professionnel, manager commercial, je pense que j'ai toujours aimé mes équipes. Même si dans les équipes qu'on choisit pas, il y a toujours des gens plus ou moins faciles ou plus ou moins sympas. Mais c'était presque un principe inconditionnel d'aimer les gens. Moi je passe du temps avec eux, on fait le même métier, on a les mêmes enjeux. Faut quand même qu'on trouve... Alors, donc je faisais quelquefois l'effort de trouver des choses aimables chez les autres. D'ailleurs, on fait aussi un petit peu ce travail en élément humain, de se dire l'autre, on l'accepte inconditionnement tel qu'il est. Mais peut-être ne pas voir que les mauvais côtés de la personne et se dire c'est forcément une belle personne. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup en coaching, d'avoir cet amour inconditionnel pour la personne qu'on accompagne. Mais est-ce que c'est pas un élément quasi vital, quasi essentiel du métier de coach que d'avoir l'amour de l'humain ? Complètement.
Je crois que je l'avais un petit peu évoqué tout à l'heure en disant que c'était pas un métier anodin et que c'est un métier qui était de l'ordre de la vocation, parce que ce métier, il faut le faire avec toutes ses tripes, avec tout son cœur. Et que c'est pas un métier simplement technique, voilà, où je fais telle chose, je fais des diagnostics, et puis voilà, je pose les bonnes questions, et puis voilà, et je joue avec tout ça. C'est un engagement personnel, et d'ailleurs, je me livre beaucoup dans les coachings. Lorsqu'on a fait un chemin ensemble, mes coachés, je veux pas dire qu'ils en ont appris autant sur moi que j'en ai appris sur eux, parce que quand même, bon voilà, ma vie, ils sont pas là pour s'intéresser à moi. Mais je communique très souvent sur mes ressentis, sur la situation dans laquelle je me trouve au moment où je fais la séance. Je partage des choses. Et je me suis aperçu que c'était assez efficace parce que du coup, ça me désacralise un petit peu parce qu'il y a toujours dans le transfert et le contre-transfert, le coaché voit toujours le coach plus grand qu'il n'est. Et finalement, ça me permettait aussi de me rendre beaucoup plus proche et beaucoup plus humain et du coup, d'avoir un lien de confiance plus fort avec mon coaché qui lui-même se libérait, se livrait un peu plus et rendait le travail encore plus intéressant et plus efficace. Alors Claude, après 3h15 d'entretien, comment tu te sens là ? Je me sens joyeux et heureux, il y a un effet un peu libératoire. Et j'explique souvent quand l'élément humain, quand on parle d'exprimer sa vérité, je leur fais visualiser un petit peu les bénéfices à le faire. C'est-à-dire, bon, on a peur de dire les choses, mais en même temps, quand on l'a dit, souvent il y a un effet à la fois de clarification, de soulagement, et puis un espèce de cadeau caché, de bien-être, ça libère, ça apaise, ça fait du bien de dire les choses. Et dans le chemin dans lequel tu m'as emmené, à travers des questions sur mon métier, sur mon livre, sur la pratique, puis aussi personnel, j'ai eu l'occasion de verbaliser beaucoup de choses et ça fait du bien de raconter l'histoire parce qu'en te la racontant à toi, finalement, je me la suis racontée à moi aussi. Il y a un côté assez jubilatoire. Je pensais, quand tu m'as annoncé qu'on allait passer peut-être 2, 3 heures, 4 heures en interview, je me suis dit, mais je vais être liquide, épuisé, mort à la fin. Et en fait, pas du tout. Je me sens plutôt très joyeux et très péchu, énergisé. Alors avant de clore notre entretien, je vais rappeler le titre des livres dont nous avons parlé dans cet épisode. Manager par la confiance, mettre l'humain au cœur des transformations de l'entreprise, édité par Pearson et sorti en mai 2020. Et puis la série de BD intitulée SOS Bonheur, dessinée par Griffo et scénarisée par Jean Van Damme, publiée entre 88 et 89. Merci Claude d'avoir accepté cette invitation à retracer ton parcours de coach. Merci David. Parcours de coach. Merci pour votre écoute. Découvrez nos 2 séries de podcasts intitulées Parcours de coach et Un coach à la une sur le site www.lemediadescoachs.com. Si vous avez apprécié cet épisode, s'il vous plaît notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela nous aide à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents. Nouveauté, vous pouvez soutenir le Média des Coachs via une plateforme de financement pour nous permettre de poursuivre la production et financer de nouveaux projets. À très bientôt pour un nouvel épisode. Parcours de coach, une série créée par David Marion et produite par le Média des Coachs.